Je heurtai la pierre du patio avant même de comprendre que je tombais. Un choc froid de glaçage s'étala sur ma joue et dans mes cheveux, alors que quelque chose de lourd et de mou s'écrasait sur ma poitrine. L'air quitta mes poumons en une seule explosion brutale. Pendant une seconde, je ne pus rien entendre, à l'exception du bourdonnement à l'intérieur de ma propre tête. Puis, le son revint frapper de plein fouet, tout d'un coup. Une femme cria, des chaises raclèrent le sol, du verre se brisa quelque part derrière moi. Le quatuor à cordes s'interrompit brusquement, au milieu d'une note. Le gâteau de mariage à 5 étages gisait en morceaux autour de moi, ses couches blanches écrasées et glissant sur le patio, comme de la neige fondante. Mes jambes étaient tordues sous moi, à un angle que je ne pouvais pas corriger. Mes mains s'enfoncèrent dans le glaçage alors que j'essayais de me redresser. La douleur traversa le bas de mon dos, vive et brûlante, et je me figeai, le souffle tremblant dans ma gorge. Une voix que je connaissais bien trop hurla au-dessus de moi. Regardez ce qu'elle a fait. Mon gâteau à $5000. Elle l'a gâché. Elle a tout gâché. Pas un mot sur moi. Pas une seule question pour savoir si je sentais mes jambes, ou si la chute avait causé de nouveaux dégâts. Rien que le gâteau. Rien qu'elle-même. Le mouvement devint flou à la périphérie de ma vision. Quelqu'un se précipita vers l'avant. Puis, une autre personne saisit son bras et la tira en arrière. J'entendis un homme crier pour appeler les secours. La foule se pressait, oscillant entre approche et recul, comme une marée tirée par la panique. Puis, une ombre tomba sur moi. Un poids chaud et régulier appuya légèrement à la base de mon crâne. Des doigts s'écartant juste assez pour soutenir mon cou, sans le soulever. Je sentis une odeur d'eau de Cologne propre, et quelque chose de familier que je ne parvenais pas à situer. Comme de la poussière mélangée au vent du désert. Nora, reste avec moi. Est-ce que tu m'entends? C'était Logan Pierce, le marié, l'homme qui souriait sous le chêne moins d'une heure plus tôt. Il s'agenouilla à côté de moi dans son costume sombre, les genoux déjà tachés de glaçage et de fleurs écrasées. J'essayais de parler, mais seul un son mince sortit, mi-souffle, mi-panique. Ne bouge pas, dit-il. Regarde-moi, simplement. Ta respiration est rapide. Ralentis-la. Tu es en sécurité. Je suis juste là. Ma vision nageait. Je clignai fort des yeux, essayant de dégager le glaçage de mes cils. Logan se pencha un peu plus près, protégeant mon visage du soleil direct. Ses yeux étaient fixés sur les miens, stables et concentrés. Le genre de regard que quelqu'un donne quand il sait que rester calme est la seule chose qui peut empêcher un mauvais moment d'empirer. Derrière lui, la voix de Cassidy s'éleva de nouveau. Elle fait semblant. Elle fait toujours semblant. Lève-toi, Nora. Arrête de faire une scène. Il y eut un bruit dans la poitrine de Logan. Une expiration courte et sèche, presque un rire, mais pas le genre qui contient de l'humour. Il tourna la tête juste assez pour qu'elle puisse l'entendre. Arrête de parler, Cassidy. Une onde de choc traversa les invités. Même moi je la sentis, aussi étourdi que j'étais. Puis Logan baissa de nouveau les yeux vers moi, les sourcils froncés, une ride d'inquiétude se formant entre eux. Essaie de remuer tes doigts pour moi. Je le fis. Bien. D'accord, garde la tête immobile. Tu as frappé fort. Reste exactement où tu es. Il parlait avec le genre de calme qui vient de l'expérience, pas des vidéos de formation. Mon corps le reconnut avant mon esprit. Le calme d'un infirmier, le calme d'un soldat. Quelque chose enfoui dans ma mémoire remua. Un écho d'une nuit en Afghanistan des années plus tôt, mais la douleur dans ma colonne vertébrale le noya avant que je puisse m'y accrocher. Un appareil photo déclencha à proximité. Pas un téléphone, un vrai appareil photo. Caleb, le photographe, le pointait vers la scène, la bouche serrée, ne prenant pas de photos pour l'album de mariage. Il documentait. Sa voix atteignit Logan doucement. J'ai toute la scène. De la poussée jusqu'à la chute. Je l'enverrai à la police. Pousser. Le mot flottait dans la brume. Je serrai les yeux et le moment se rejoint derrière mes paupières. Les mains de Cassidy agrippant le dossier de mon fauteuil. La secousse soudaine, violente. Le monde qui bascule. Mon corps n'ayant aucun moyen d'arrêter la chute. Ce n'était pas un accident. D'autres voix s'élevèrent autour de nous. Certaines étaient en colère. D'autres étaient stupéfaites.
Une femme près du bar continuait de dire « Oh mon Dieu », encore et encore, comme si elle ne pouvait pas s'arrêter. Un homme marmonna qu'il avait vu toute la scène, qu'il ne pouvait pas croire ce que la mariée avait fait. Les sanglots de Cassidy devinrent aigus derrière Logan. Elle se poussa au centre du chaos. « Logan, ne la laisse pas gâcher notre mariage. Elle fait ça exprès. Dis-leur. Dis-leur qu'elle fait toujours ça. » Logan la regarda avec une immobilité que je ressentis même depuis le sol. Il ne dit rien. Il secoua seulement la tête une fois. Le plus petit des mouvements, avant de se retourner vers moi. « Reste avec moi, Nora. Tu vas t'en sortir. » Sa voix s'adoucit sur mon nom, presque comme s'il l'avait déjà dit auparavant. Dans un autre temps, un autre lieu. Mes paupières papillonnèrent et se fermèrent encore. Juste pour un instant. « Je ne te perdrai pas deux fois », l'entendis-je chuchoter si bas que je ne pouvais être sûr d'avoir bien entendu. Des sirènes hurlèrent faiblement au loin. Le son devint plus fort, coupant à travers la panique comme une lame. Logan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers la foule, puis revint à moi. Sa main resta à la base de mon crâne, immobile, aussi stable que le sol duquel j'étais tombé. La dernière chose que je vis avant que tout ne devienne flou fut l'expression sur son visage. La reconnaissance, la peur, la colère, et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Puis le monde bascula de nouveau, non pas à cause de la chute, mais à cause de la mémoire qui s'écrasait au premier plan de mon esprit. Je connaissais cette voix. Je l'avais entendue à travers les parasites et la poussière des années plus tôt, lorsque des tirs de mortier illuminaient le ciel afghan et que quelqu'un criait pour un infirmier. Moi. Ma poitrine se serra si fort que je crus que la douleur allait m'engloutir tout entière. Pour comprendre pourquoi le jour du mariage de ma sœur s'est transformé en champ de bataille, vous devez revenir en arrière avec moi. Pas à l'explosion qui a pris mes jambes. Pas à la nuit où j'ai cru mourir sous des étoiles étrangères. Mais jusqu'à ce matin, il y a seulement quelques heures, je croyais encore que si je restais assez silencieuse, assez petite, assez polie, ma famille pourrait me laisser en paix pour une journée. Et avant de vous y emmener, laissez-moi vous demander quelque chose. Que faites-vous en écoutant mon histoire ? Pour moi, au moment où tout cela est arrivé, j'étais assise seule sous un chêne au domaine Le Country Oaks à Savannah, essayant de stabiliser ma respiration et de me rappeler que j'avais ma place dans le monde. N'hésitez pas à partager votre moment, vous aussi. J'aime toujours savoir où vous êtes alors que vous me rejoignez dans ce voyage, car c'est là que tout a commencé, bien avant que je ne touche le sol. Tout a commencé ce matin-là, avec ma mère frappant à la porte de la chambre d'amis, comme si elle avait peur de réveiller une étrangère plutôt que sa propre fille. Nora, chérie, il est temps de se lever. C'est le grand jour, tu te souviens? J'étais déjà réveillé. J'étais réveillé depuis un peu après 5 heures, regardant la lumière ramper sur le ventilateur de plafond, et écoutant la vieille maison craquer alors que la climatisation s'allumait et s'éteignait. La maison familiale des Callahan se trouvait juste à l'extérieur de Savannah, 2 étages de bardage blanc et de volets noirs, avec une véranda que ma mère aimait décorer pour chaque fête. En grandissant, j'avais l'habitude de dévaler ces escaliers 2 à 2. Maintenant, je prenais le fauteuil élévateur fixé le long de la rampe, un engin qu'ils avaient installé principalement pour que les proches arrêtent de demander comment je me débrouillais. Je fixais le plafond une seconde de plus, puis j'appuyais mes paumes contre le matelas, et déplaçais mon corps vers le fauteuil garé près du lit. Les transferts étaient plus faciles maintenant qu'ils ne l'avaient été cette première année, mais ils demandaient toujours de la réflexion. Pas de mouvement brusque, pas de torsion. Je balançais mes jambes avec mes 2 mains, ne sentant rien à partir de la taille, et glissais dans le fauteuil avec une torsion exercée de mes épaules. Au moment où ma mère frappa une seconde fois, j'étais habillé de la robe bleu pâle, style demoiselle d'honneur, que ma sœur avait imposée pour moi, retouchée pour qu'elle tombe bien dans le fauteuil. Le tissu tirait sur mes genoux d'une manière qui cachait presque mes cuisses. « Entre », appelai-je. La porte s'ouvrit et ma mère entra avec un sourire déjà collé sur son visage. Hélène Callahan n'apparaissait jamais devant un miroir, ou une autre personne, sans ce sourire. Aujourd'hui, il était étiré plus étroitement que d'habitude. Elle portait une robe rose pâle qui correspondait au schéma de couleur que Cassidy avait choisi pour ses demoiselles d'honneur. Ses cheveux étaient laqués en boucles douces qui ne bougeaient pas quand elle tournait la tête. « Tu es jolie », dit-elle rudement, sur le ton que les gens utilisent lorsqu'ils cochent un élément sur une liste. Elle passa sa paume sur le dessus de mes cheveux. « As-tu dormi un peu ?»« Un peu », mentis-je. Elle n'insista pas.
Son regard tomba sur mon fauteuil roulant, puis s'en détourna de nouveau comme si le métal l'offensait. Le fauteuil était noir mat, léger et maniable. La meilleure chose que l'hôpital des anciens combattants et mes propres économies pouvaient offrir. Souviens-toi, dit-elle, la voix s'adoucissant, mais pas d'une manière qui semblait gentille. Aujourd'hui, c'est pour Cassidy. Elle a travaillé si dur pour ça. Elle est sous beaucoup de stress. Cela signifierait tout pour moi si tu pouvais faire tout ton possible pour que les choses se passent bien. Il fut un temps où cette phrase aurait ressemblé à une demande. Maintenant, elle atterrissait comme un ordre que j'avais entendu toute ma vie. Fonds-toi dans le décor. Sois facile. Ne fais pas de vagues. J'avalai ma salive et hochai la tête. Je vais juste m'asseoir là où l'organisatrice me le dira, et sourire quand c'est attendu. C'est tout. Ses épaules s'affaissèrent d'une fraction en signe de soulagement. Bonne fille. Et souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Pas de longues histoires sur l'armée. Les gens deviennent mal à l'aise, et ce n'est pas ce genre de journée. Elle prononça le mot armée avec précaution, presque comme si les syllabes risquaient de tacher l'air. Elle préférait généralement des expressions comme ton temps passé là-bas ou ta situation médicale. Tout ce qui gardait l'image de moi en uniforme hors de la pièce où vivaient les projets de Cassidy. Je pouvais encore me souvenir du jour où je suis rentré d'Afghanistan. J'étais arrivé à Savannah dans un fauteuil roulant fourni par l'hôpital, les mains à vif d'avoir appris à me déplacer seul, un dossier de sortie épais de termes médicaux et de diagrammes que je ne voulais pas étudier. Cassidy avait été hors de l'état pour un travail de merchandising, donc c'était juste ma mère et mon père qui attendaient au trottoir des arrivées. J'avais roulé à travers les portes automatiques et dans l'humidité de la Géorgie, portant le même uniforme beige dans lequel j'étais parti. Les jambes du pantalon pliées soigneusement sur des membres qui ne fonctionnaient plus. Les gens qui passaient avaient jeté un coup d'œil, ce mélange rapide de pitié et de curiosité. Mon père avait fait un petit signe maladroit de la main. Ma mère avait éclaté en sanglots, le genre bruyant et désordonné qui attirait encore plus l'attention. Elle m'avait serré dans ses bras sans demander, et chuchoté dans mes cheveux que nous devions me mettre dans la voiture rapidement, avant que trop de gens ne voient. Ne laisse pas les voisins te voir comme ça, avait-elle dit plus tard dans l'allée. Ils ne sauront pas quoi dire. Cela ne fera que mettre tout le monde mal à l'aise. Cela a été le thème depuis lors. Nous n'avons jamais parlé de comment j'avais été infirmière, comment mon travail en Afghanistan avait été de courir vers les corps brisés, pas de m'en éloigner. Nous n'avons jamais parlé de la nuit où tout a mal tourné, l'explosion, les cris et le sang. Quand des cousins venaient pour Thanksgiving et demandaient comment c'était, ma mère intervenait avant que je puisse répondre et disait des choses comme « Nora n'aime pas s'attarder là-dessus ». Parlons du nouveau projet de Cassidy à la place. Mon père la contredisait rarement. Frank Callahan était le genre d'homme qui aimait son fauteuil inclinable, ses routines et son calme. Il allait travailler au bureau d'assurance, rentrait à la maison, regardait le sport et payait les factures. S'il y avait un orage dans la maison, il se glissait dans le couloir et attendait qu'il passe. Quand ma mère m'écartait pour garder Cassidy à l'aise, il me regardait avec quelque chose comme des excuses dans les yeux, mais les mots n'atteignaient jamais sa bouche. Maintenant, dans la chambre d'amis, je regardais ma mère lisser un pli inexistant sur le devant de sa robe. L'organisatrice vient nous chercher à 9h30, dit-elle. Nous devons être à l'Oakountry Oaks à 10h pour la coiffure et le maquillage. Cassidy veut quelques photos des coulisses. Elle a dit qu'elle comptait sur toi pour être sur ton meilleur comportement. Mon meilleur comportement? Je ne demandais plus ce que cela signifiait. Je savais, pas de tressaillement si une porte claquait trop fort. Pas de regard vide quand le bruit devenait épais. Pas de remarque cinglante si quelqu'un demandait nonchalamment ce que c'était d'être coincé dans ce truc. Et certainement pas mentionner que j'avais une fois traîné un lieutenant en sang derrière un mur brisé, alors que des balles soulevaient la terre à quelques pieds de mon casque. Je baissai les yeux sur mes mains. Les faibles cicatrices sur mes jointures s'étaient estompées mais n'avaient pas disparu. Il y avait une fine ligne blanche le long de mon avant-bras gauche, là où un éclat d'obus avait dérapé au lieu de s'incruster. Les gros dégâts restaient cachés sous ma peau, là où personne au mariage ne les verrait. Je vais bien, dis-je doucement. Dis-moi juste où tu veux que je m'assoie et je resterai là. Elle hocha la tête comme si cela résolvait tout. Bien. Cassidy a besoin que cette journée se passe bien. Après tout. Après tout. Elle voulait dire après l'accident qui m'avait pris ma mobilité, mon indépendance et la moitié de mon estime de soi. Elle voulait dire après la tension qui s'était installée entre ma sœur et moi,
quand ma blessure s'était mise en travers de la façon dont elle voulait présenter notre famille. Elle voulait dire après les chuchotements dans le groupe de discussion de la famille élargie, disant que peut-être ma situation n'était pas aussi permanente que je le laissais entendre. Elle ne voulait pas dire après les longues nuits où je me réveillais en étouffant à cause de l'odeur de fumée qui n'était pas là, ou après le jour où j'avais failli me jeter dans la circulation parce que le poids d'être observé et jugé semblait plus lourd que mes propres os. Elle ne savait pas pour ces moments-là, parce que j'avais appris à ne pas lui dire. À 8h30, j'étais en bas dans la cuisine. Une tasse de café tenue entre mes deux mains, regardant mon père beurrer des toasts comme si c'était n'importe quel autre samedi. La télévision sur le comptoir murmurait à propos de la météo. Des maximales dans les 26 degrés, une légère chance d'averse en fin d'après-midi. Prévision parfaite pour un mariage, dit joyeusement la présentatrice. Mon père leva brièvement les yeux alors que j'arrivais en roulant. « Bonjour, gamine, dit-il. »« Grand jour. » J'eus un petit sourire. « C'est ce qu'on me dit. » Il hésita, puis ajouta, « Tu es jolie. Cassidy sera contente que tu aies fait l'effort. » C'était sa façon d'approuver ma robe. Mes cheveux lissés en ondulation lâches par mes propres mains, au lieu d'un coiffeur. Je le pris pour ce que c'était. Une petite offrande. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il après un moment. Je haussai les épaules, le mouvement était raide. « Il y a beaucoup de monde, mais je vais gérer. » Il hocha la tête et étala plus de beurre sur son toast, comme s'il ne savait pas quoi faire avec un sentiment plus grand qu'une légère inquiétude. Il mangea debout au comptoir au lieu de s'asseoir à table. Ma mère s'affairait dans et hors de la cuisine, rassemblant les dernières choses. Des épingles supplémentaires, du rouge à lèvres, une étole en dentelle au cas où la cérémonie deviendrait venteuse. Elle embrassa mon père sur la joue en passant, puis vérifia l'heure sur son téléphone. « La voiture sera là dans 10 minutes, dit-elle. »« Nora, tu es prête ?»« Aussi prête que je peux l'être, répondis-je. Le trajet jusqu'au domaine Low Country Oaks prit un peu moins de 40 minutes. Je regardais les arbres défiler par la fenêtre et essayais de garder ma respiration régulière. Chaque bosse sur la route envoyait un petit tremblement le long de ma colonne vertébrale. Ma mère était assise à côté de moi, faisant défiler son téléphone, murmurant occasionnellement des commentaires sur le nombre de personnes qui avaient aimé les dernières photos de la fête prénuptiale de Cassidy. Elle tourna l'écran vers moi une fois, montrant un cliché de Cassidy dans une robe blanche dans un vignoble, entouré d'amis, la tête rejetée en arrière dans un éclat de rire. « N'est-elle pas rayonnante ?» dit ma mère, la fierté épaisse dans sa voix. « Elle a l'air heureuse » dis-je. Parce que c'était vrai. Et parce que quelque chose de plus compliqué ne mènerait qu'à des ennuis. Mon propre téléphone vibra sur mes genoux. Une notification d'un vieil ami de l'armée apparut. « Bonne chance pour survivre au mariage », disait le message. « Si quelqu'un t'embête, souviens-toi que tu as plus de courage dans l'ongle de ton pouce gauche qu'ils n'en ont dans tout leur corps. » Je souris pour moi-même et rangeai le téléphone. C'était réconfortant de savoir qu'il y avait des gens qui avaient vu le pire de moi, et qui croyaient encore que j'étais quelqu'un de fort. Alors que nous tournions dans la longue allée bordée de chênes du domaine, mon estomac se serra. Les arbres s'arquaient au-dessus de la route, formant un tunnel vert qui s'ouvrait sur des pelouses manucurées et une grande maison centrale blanche avec de larges vérandas. Les voitures des invités s'alignaient déjà sur le parking en gravier. Mais la vue de tout ce blanc, de ce vert et de ce poli me donnait l'impression d'être une tache sur une page propre. L'organisatrice nous accueillit au point de dépose, casque en place, presse-papier en main, sourire brillant et efficace. « Vous devez être Nora », dit-elle en me regardant, mais surtout en regardant le fauteuil. « Nous avons une rampe sur le côté de la maison et une place pour vous sur la pelouse avec une bonne vue. Nous nous assurons que vous soyez à l'aise. » Son ton était professionnel, pas apitoyé. Cela aidait. J'hochai la tête et la remerciai, puis suivis la direction qu'elle indiquait. À l'intérieur de la maison, la coiffure et le maquillage se déroulaient dans un tourbillon de fer à friser et de nuages de lac. Cassidy tenait la cour au milieu de tout cela, robe blanche nouée lâchement à la taille, verre de champagne en équilibre dans une main. Elle embrassait les proches à la porte, ajustait les boucles d'oreilles des demoiselles d'honneur, et dirigeait la playlist. Je restais près de la fenêtre, laissant un styliste lisser un peu de brillance sur mon front. Reste à l'écart. Quand Cassidy regarda enfin dans ma direction, ses yeux parcoururent mes cheveux, ma robe, mon fauteuil. « Tu t'es décemment arrangé », dit-elle avec un sourire rapide. « Merci de ne pas avoir fait ta militaire avec moi. Pas d'uniforme ici. »
Ses amis rirent comme si elle avait fait une blague charmante. Je forçai juste ma bouche en quelque chose qui pourrait passer pour un sourire, et laissai glisser. Le mot uniforme s'accrocha à un souvenir dans ma poitrine, mais je le repoussai. Au moment où nous nous déplaçâmes à l'extérieur pour les photos avant la cérémonie, le soleil était monté plus haut. La pelouse scintillait de verreries et d'argent, des chaises blanches s'alignaient en rangées régulières. Le gâteau, déjà en place sur une table basse de patio près de la piste de danse, se dressait comme une sculpture, 5 étages de glaçage blanc et de fleurs en sucre. Je ne le vis que pendant une seconde, alors que l'organisatrice me conduisait vers un endroit sous un chêne. Un arbre non loin de la zone principale des sièges. Ce sera votre vue, dit-elle. Vous aurez de l'ombre et nous pourrons facilement vous avancer si nous en avons besoin pour des photos. À l'écart, mais toujours incluse. À l'écart. Alors qu'elle retournait vers le cortège nuptial, je posai mes mains sur les jambes des roues et regardai la petite mer de chaises blanches. Les gens commençaient déjà à se rassembler, se regroupant au bar, examinant les arrangements floraux et prenant des photos d'eux-mêmes devant la fontaine. Je pris une lente inspiration et me dis la même chose que j'avais répétée sur le vol de retour de la guerre, le premier jour de thérapie physique, et les nuits où les cauchemars brouillaient passé et futur ensemble. Fonds-toi dans le décor si tu peux. Respire à travers si tu ne peux pas. Pour Cassidy, c'était la plus grande performance de sa vie. Pour moi, c'était une mission de plus. S'asseoir tranquillement. Sourire quand on me parle. Ne laisser personne me voir m'effondrer. Je ne savais pas encore que, peu importe à quel point j'essayais de me faire petite, je finirais quand même la journée étalée sur le sol au centre de tout cela, chaque secret que nous avions essayé de garder s'écoulant comme du glaçage sur la pierre. Mes mains reposaient sur les jambes de mes roues, d'apparence stable, mais assez serrées pour que mes paumes me fassent mal. Les gens continuaient de dériver devant ma place sous le chêne, leur voix douce au début, puis plus nette à mesure que la foule s'épaississait. L'odeur de l'herbe coupée se mélangeait au parfum et au champagne. Toute la pelouse chatoyait de cette excitation brillante d'avant-cérémonie que tout le monde ressent quand le spectacle est sur le point de commencer. Je restais exactement là où l'organisatrice m'avait placé, exactement comme ma mère avait dit que cela rendrait les choses plus faciles. À l'écart, mais toujours incluse. C'était une phrase qui s'installait sur mes épaules comme un mince poids invisible. Un groupe d'invités s'arrêta près de la table de cocktail, leur voix portant facilement dans l'air chaud de Savannah. Je n'essayais même pas d'écouter, mais parfois le monde vous livre ce qu'il veut que vous entendiez. Elle a l'air bien, pour moi. Je me figeai. Une autre voix reprit doucement, le genre de ton que les gens utilisent quand ils pensent avoir l'air informés. Cassidy a dit que la blessure n'est pas permanente. Qu'elle s'appuie sur le fauteuil parce que les gens ont pitié d'elle. Je veux dire, qui veut une histoire triste à un mariage? Une petite pulsation de chaleur pressa derrière mes côtes. Je regardais les roses dans le centre de table à côté de moi, leurs pétales s'ouvrant lentement à l'ombre. Ma respiration se serra. Pendant un moment, je goûtais la poussière afghane, sèche et métallique. Cela me surprit suffisamment pour que je cligne fort des yeux, et presse mes omoplates contre le tronc du chêne pour m'ancrer. Une femme en robe corail les rejoignit. Je pouvais voir son reflet dans un seau à champagne argenté tout proche, ses cheveux brillants, ses boucles d'oreilles oscillant alors qu'elle se penchait. Cass dit qu'elle doit gérer sa sœur constamment. C'est épuisant. Certaines personnes sont juste lourdes à avoir autour de soi. Les mots frappèrent comme de petites pierres lancées de loin. Pas assez grosses pour blesser, mais assez pour meurtrir. Je forçai mon souffle dans un lent compte de 4. Inspirer pour 4, retenir pour 4. Expirer pour 4. Je pouvais presque entendre mon ancien capitaine infirmier à mon oreille, stable et calme, me disant de m'ancrer dans le moment présent. Des chaises qui s'entrechoquent au loin, un enfant qui rit. Le faible bourdonnement d'un générateur près de la tente traiteur. De vrais sons, pas des souvenirs. J'essayais de me concentrer sur la fontaine à l'autre bout de la pelouse. L'eau captant la lumière du soleil comme de minuscules éclats de verre. Les gens prenaient des selfies devant. Des couples s'arrangeaient juste comme il faut, attendant l'angle parfait. Puis, à travers l'herbe, je vis Logan. Il parlait à un groupe d'amis d'université de Cassidy, grand parmi eux, les épaules carrées, le genre de posture qu'on ne peut pas secouer même des années après le combat. Un pied légèrement en arrière, prêt à pivoter. Il rit poliment à quelque chose qu'un des hommes dit, puis jeta un coup d'œil presque distrait vers le chêne. Ses yeux se posèrent sur moi. Pas par accident, pas le coup d'œil de curiosité que les gens donnent quand quelque chose bouge.
Son regard resta à niveau et évaluateur, la façon dont les soldats regardent quand ils vérifient les signaux, les tremblements, l'inclinaison d'une tête qui pourrait signifier la douleur. Je restai immobile, la poitrine serrée. Il détourna le regard brièvement quand quelqu'un tira sur sa manche, puis regarda de nouveau, plus longtemps cette fois. Quelque chose dans son expression changea, doux sur les bords, troublé au centre. Je connaissais ce regard. Je l'avais porté moi-même à côté de trop de lits de camp, tenant trop de jeunes soldats qui essayaient de prétendre que leurs membres ne tremblaient pas. Avant qu'ils ne puissent bouger dans ma direction, quelqu'un à proximité prononça mon nom, doucement d'abord, puis plus fort. Callahan, toujours la dramatique. Cela venait d'une tante du côté de ma mère, sa voix perchée dans ce demi-chuchotement que les gens pensent subtil. Elle se tenait près du bar dans une robe florale, un verre de prosecco à la main. Une autre femme se pencha vers elle. Cassidy a dit à Carole qu'elle pourrait marcher si elle le voulait vraiment, que c'est tout mental. Honnêtement, je pense qu'elle aime l'attention. Ma mâchoire se serra assez pour qu'une petite pulsation batte devant mon oreille. Je me décalai d'un pouce dans mon fauteuil, essayant de soulager la pression dans ma colonne vertébrale. Le mouvement envoya un tremblement dans mes bras que j'espérais que personne ne remarquait. Quelqu'un d'autre intervint, la voix enrobée d'une inquiétude qui sonnait faux. Que Dieu la bénisse, mais elle fait baisser l'énergie. Cassidy a un esprit si brillant. Ça doit être dur pour elle. Dur pour elle? Les mots sonnèrent comme une cloche dans mon crâne. Je fermai les yeux un instant et essayai d'imaginer quelque chose de stable. La vieille clôture en bois derrière notre maison d'enfance. La façon dont la lumière tombait en Afghanistan au crépuscule, chaude et poussiéreuse. Un battement de cœur régulier sous mes paumes alors que je maintenais la pression sur une blessure. Tout sauf le moment présent. Quand j'ouvris les yeux à nouveau, la lumière du soleil avait changé, atterrissant carrément sur le gâteau à 5 étages au bord du patio. Une sculpture imposante de glaçage blanc et de fleurs en sucre. Les gens étaient rassemblés près de lui, prenant des photos, leurs voix montant et descendant comme des vagues. C'est alors que j'entendis des talons claquer vivement derrière moi. Ma mère apparut à mes côtés, souriant pour quiconque pourrait regarder. « Nora, chérie », murmura-t-elle sans vraiment me regarder. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Les gens sont curieux. S'asseoir ici toute seule attire les questions. Cassidy est déjà anxieuse. S'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile pour elle. » Sa main toucha mon épaule, légère mais ferme. Je me sentis de nouveau avoir 16 ans, étant éloigné de tout ce qui pourrait perturber la vision que ma sœur aînée avait d'elle-même. Je reste exactement là où l'organisatrice m'a mise, dis-je doucement. Je ne fais rien de mal. Ses yeux glissèrent de nouveau vers mon fauteuil, rapide et tendu. Garde juste l'ambiance légère. C'est tout. Elle toucha mon épaule une fois de plus et s'éloigna avant que je puisse répondre. Peu de temps après, l'air changea encore. Un silence parcourut la pelouse alors que Cassidy elle-même s'approchait pour les photos avant la cérémonie. Sa robe attrapait la lumière du soleil comme si elle avait été trempée dedans. Les demoiselles d'honneur flottaient derrière elle dans des nuances de blush et de champagne. Je restai à l'ombre et la regardai incliner le menton vers le photographe, ajustant son voile d'un mouvement parfait et exercé du poignet. Marcy, la grande demoiselle d'honneur aux cheveux lisses et à la coque de téléphone en strass, restait un demi-pas derrière elle. Elle repoussa une boucle de sa joue, orientant son téléphone d'une manière qui fit chuter mon estomac. Elle m'enregistrait. Pas ouvertement, pas de manière évidente, mais l'objectif pointait vers l'endroit où j'étais assise sous le chêne, mon visage tendu, mes mains crispées, mon corps anglais comme quelqu'un se préparant à une météo que personne d'autre ne pouvait sentir. Son sourire était mince et brillant, presque excité. Je la fixai en retour une seconde de trop. Et c'est là que je le vis. Le minuscule éclair de satisfaction dans ses yeux, comme si elle avait trouvé exactement les images qu'elle était venue chercher. Quelque part à travers la pelouse, un verre se brisa. Un éclat de rire bouillonna près du bar. Le quatuor à cordes passa à une autre chanson. Tout bougeait. Tout chatoyait. Et Logan, maintenant libéré du groupe avec lequel il parlait, fit un pas dans ma direction. Puis un autre. Son regard resta fixe. La curiosité s'aiguisant en inquiétude. L'inquiétude s'aiguisant en quelque chose de plus lourd. Mon pouce accéléra. Je pouvais sentir chaque battement dans ma gorge. Au moment où il fut à mi-chemin à travers l'herbe, Cassidy fondit sur son chemin avec un sourire éclatant et une main autour de son bras,
le tournant de nouveau vers le photographe avec une pirouette exercée. Il la laissa le tirer, mais ses yeux dérivèrent de nouveau vers moi une fois de plus, une ride se creusant entre ses sourcils. Quelque chose avait changé, quelque chose en lui, quelque chose en moi. Et quelque part entre les regards, les chuchotements et l'objectif immobile du téléphone de Marcy, je sentis la première fissure dans la surface fragile de la journée, fine comme un cheveu, mais commençant déjà à se propager. Je pris une longue inspiration, tremblante, mais assez stable, et reposai mes paumes sur les jantes de mes roues. Le vent changea, et je pus sentir avec une clarté qui me glaça jusqu'aux os que le calme avant la rupture était presque terminé. Le calme avant la rupture était presque terminé, et mon corps le savait avant mon esprit. Une rafale chaude glissa à travers les branches de chêne au-dessus de ma tête, soulevant le bord du linge sur les tables de cocktail et envoyant quelques pétales de rose déraper sur l'herbe. Le quatuor à cordes passa à une autre chanson, quelque chose de léger et d'entraînant qui ne correspondait pas à la tension serrée dans ma poitrine. À travers la pelouse, l'organisatrice frappa dans ses mains et appela le cortège nuptial à se rassembler près de l'arche. Les gens commencèrent à bouger dans cette direction. De petits courants de robes pastel et de costumes sombres s'écoulant autour de l'allée centrale. J'étais juste en train d'ajuster l'angle de mon fauteuil pour mieux voir l'espace de cérémonie quand je captai un éclair de blanc à la périphérie de ma vision. Cassidy. Elle marchait plus vite qu'on ne s'y attendrait de quelqu'un portant autant de dentelles. Bouquet dans une main, flûte de champagne dans l'autre. Son visage était tourné vers une cousine avec qui elle riait, mais ses pas s'incurvaient directement vers moi, pas à l'opposé. Je reconnus cet angle. Je l'avais vu quand nous étions enfants au bord d'une piscine, ou dans les couloirs bondés de l'école. La dérive déterminée qui semblait accidentelle jusqu'à ce que vous réalisiez que chaque choc atterrissait exactement là où elle le voulait. Je tournai légèrement mes roues pour lui laisser de la place. Cela n'eut pas d'importance. Sa hanche frôla la poignée de mon fauteuil juste assez fort pour le secouer. Le monde vacilla. Le champagne dans son verre bascula vers l'avant et décrivit un arc, une éclaboussure scintillante qui atterrit sur ma jupe et le côté de mon fauteuil comme une tache dorée. Le liquide froid s'imprégna dans le tissu bleu pâle. J'aspirai une bouffée d'air, plus par surprise qu'autre chose, ma main volant vers mes genoux comme si je pouvais le ramener dans le verre. Cassidy halta dramatiquement. Le son était juste au bon niveau, de sorte que plusieurs invités se tournèrent vers nous. « Oh mon Dieu » dit-elle fort, bien qu'elle gardât les yeux sur la cousine plutôt que sur moi. « Nora, tu devrais vraiment regarder où tu gares ce truc. Tu as failli faire tomber le verre directement de ma main. » C'était là, la déformation. En un seul souffle fluide, elle avait transformé son coup délibéré en ma négligence. Sa cousine gloussa nerveusement et me regarda avec ce mélange de pitié et de désapprobation que j'avais appris à reconnaître. Quelques personnes à proximité murmurèrent, déplaçant leur poids, jetant un coup d'œil entre mon fauteuil et le tissu humide de ma robe. Je sentis la chaleur monter dans mon cou. Chaque instinct que j'avais acquis sur la base me disait de garder ma voix calme, de désamorcer. Mes roues n'ont pas bougé, dis-je doucement, plus pour moi-même que pour quiconque. Le regard de Cassidy se braqua sur moi alors, le sourire éclatant de la mariée collé sur son visage pour la foule, mais ses yeux vifs et froids. Les accidents arrivent, petite sœur, dit-elle de cette voix chantante qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable. Essaie de ne pas t'asseoir si près des passages, d'accord ? Nous ne voulons pas que tu sois heurté à nouveau. Elle leva son verre dans un faux toast et glissa vers l'arche, laissant une traînée de parfum floral et de tension derrière elle. Derrière moi, j'entendis un petit son ravi. Je tournai la tête juste assez pour voir Marcy debout à quelques mètres, téléphone en main. L'écran me faisait face. Le minuscule point rouge d'enregistrement brillait. Elle fit semblant de faire défiler des filtres, mais l'objectif était verrouillé sur mes genoux, sur la tache humide qui s'étalait sur ma robe. Sur mon visage alors que j'essayais d'avaler la morsure de l'humiliation. Je pouvais presque entendre la future légende. Quand le fauteuil roulant devient un problème. Ou peut-être, ne vous garez pas au milieu de tout. Mes doigts s'enfoncèrent dans le caoutchouc des jantes. Je voulais rouler au loin pour trouver un autre coin d'ombre où son téléphone ne pourrait pas suivre. Au lieu de cela, je forçais mes mains à se détendre. Bouger brusquement ne ferait que me faire paraître plus agité. Il déformerait cela aussi. À travers la pelouse, Logan venait de s'éloigner d'une conversation avec l'un de ses oncles quand il entendit la petite scène de Cassidy. Ses yeux suivirent le dernier de ses rires, puis remontèrent en arrière, atterrissant sur moi, sur le champagne imbibant ma jupe. Sur le téléphone que Marcy tenait un peu trop fermement pour que ce soit décontracté.
Sa bouche se compressa en une ligne mince. Il changea de direction. Je le vis commencer à venir dans ma direction de nouveau. De longues foulées faciles, dévorant la distance entre nous, l'expression concentrée, quand un groupe d'amis de Cassidy l'intercepta près du bar. Elles étaient toutes rouges à lèvres vives et boucles d'oreilles pendantes, leurs voix animées alors qu'elles appelaient son nom. Logan, dit l'une d'elles, nous devons prendre une photo avec toi avant que les choses ne deviennent trop folles. Allez, juste une photo. Il fit une pause, la politesse gagnant le premier round, et les laissa le tirer vers les tables hautes près du poste de cocktail. Alors qu'elle s'alignait pour la photo, une autre conversation dériva de juste derrière lui. Celle-ci est venue avec le bord bas des commérages aiguisés pour l'effet. Je me sens mal pour Cassidy. Une femme en robe bleu marine courte dit, imaginez planifier votre jour de rêve et devoir travailler autour de tout ça. Elle laissa le mot tout traîner comme si mon existence entière était une tâche qui nécessitait une correction. Son amie en robe corail, la même que tout à l'heure, renifla doucement. Cassidy m'a dit que la moitié de cette histoire de fauteuil est émotionnelle de toute façon. Le médecin a dit qu'elle doit se pousser plus fort, mais elle préfère la sympathie. Certaines personnes aiment juste vivre dans leur traumatisme. Les épaules de Logan se raidirent presque imperceptiblement. Le photographe fit le décompte pour la photo. Il sourit au signal, mais ses yeux n'étaient plus sur l'appareil. Il écoutait. Une autre voix se joignit, la femme en bleu marine baissant la sienne comme si elle confiait un secret. Tu te souviens quand le journal local voulait faire ce petit reportage sur l'organisation d'événements de Cassidy, et que ça s'est transformé en un article sur à quel point Nora est courageuse? J'aurais perdu la tête. Je ne lui en veux pas d'être frustré. La robe corail rit. Exactement. C'est toujours la pauvre Nora blessée. Les gens oublient que Cassidy est celle qui fait réellement quelque chose de sa vie. Le flash se déclencha. Le photographe dit qu'ils étaient superbes. Logan bougea à peine. Il posa son verre sur le bar avec un déclic doux, tourna la tête légèrement vers le groupe derrière lui et ne dit rien, mais sa mâchoire se contracta une fois, un petit signe révélateur. Dans une autre vie, quelqu'un aurait pu prendre cela pour de la tension avant un échange de tirs. Il s'éloigna du groupe de photos, ayant clairement l'intention de marcher vers moi. Il fit 3 pas avant que Cassidy ne fonde sur lui comme un oiseau repérant un mouvement d'en haut. « Te voilà » chanta TL, passant son bras à travers le sien. L'organisatrice a besoin de nous près de l'arche dans 2 minutes. Tu as promis que tu ne t'éloignerais pas. Il regarda par-dessus son épaule, les yeux coupant dans ma direction, là où j'étais assise humide et raide à l'ombre. J'étais juste en train d'y aller, dit-il. Je veux vérifier quelques invités d'abord. Nora a l'air d'avoir besoin d'une serviette ou quelque chose comme ça. Sa voix était douce, mais l'implication planait là. Le sourire de Cassidy vacilla pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne récupère. Elle va bien, dit-elle légèrement. Elle a l'habitude de faire des dégâts. Ça lui attire l'attention. S'il te plaît, Logan, concentre-toi. J'ai besoin que tu sois présent. Pas en train de courir après ces drames. Il étudia son visage un instant comme s'il pesait ses mots, puis ne dit rien, et la laissa le conduire de quelques pas. Elle prit cela pour un accord et se pencha plus près, baissant la voix pour que lui seul soit censé entendre. « Tu ne comprends pas, dit-elle. » Elle pourrait se lever si elle le voulait. Les médecins lui ont dit que c'est surtout dans sa tête, mais elle s'accroche à ce rôle parce que les gens ont pitié d'elle. Elle est comme ça depuis qu'on est gamine. Tout doit toujours revenir à elle. Logan arrêta de marcher. Il ne retira pas brusquement son bras de son emprise et n'éleva pas la voix. Il s'arrêta simplement là, entre l'arche et le bar. Le bruit du mariage étouffait autour d'eux. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les lésions vertébrales, dit-il calmement. Cassidy cligna des yeux. De quoi parles-tu? Il soutint son regard. Les gens ne choisissent pas la paralysie. Ils ne décident pas de rester dans un fauteuil parce que c'est pratique. Ce n'est pas comme ça que tout ça fonctionne, elle eut un petit rire bref et haletant, comme s'il était ridicule. Tu ne la connais pas comme moi, dit-elle. Elle est toujours dramatique. Elle l'a toujours été. Honnêtement, Logan, tu es trop gentil parfois. Tu te fais avoir. Il ne répondit pas. Ses yeux passèrent au-delà d'elle vers l'endroit où j'étais assise. Je pouvais sentir son regard comme une main sur mon épaule, même à travers la pelouse. Pendant qu'ils étaient empêtrés dans cette confrontation silencieuse, Marcy se déplaça plus près de mon chêne.
Elle fit semblant d'ajuster la sangle de sa chaussure, mais son téléphone était de nouveau incliné pour capturer mon profil. La tache de champagne, la tension autour de mes yeux. Elle murmura quelque chose dans sa barbe. Probablement une note pour l'histoire qu'elle prévoyait de raconter plus tard. La brise ne porta que quelques mots vers moi. Pauvre chose. Si tragique. L'exact opposé de ce que disait son expression. Je pensais à lui demander directement si elle m'enregistrait, lui demander d'arrêter, mais je savais comment cela se passerait. Elle écarquillerait les yeux et insisterait qu'elle vérifiait juste son maquillage. Quelqu'un murmurait que j'étais sensible, que je ramenais les choses à moi. Alors, je restais immobile. Je laissais la caméra boire mon inconfort, et quelque part à l'intérieur, un nouveau type de colère se mit en place. Froid et clair. Sur le patio, le personnel commença à ajuster la position de la table à gâteaux, la roulant de quelques pieds plus près du bord de la piste de danse pour que le photographe puisse avoir de meilleurs angles plus tard. La création à 5 étages dominait là, parfaite et inconsciente. Les fleurs en sucre captant de minuscules particules de lumière. Cassidy tira finalement Logan le reste du chemin vers l'arche, mais je vis sa main libre se fermer brièvement en un point avant qu'il ne la force à se détendre. Ses yeux rencontrèrent les miens une fois de plus par-dessus les dossiers des chaises blanches, et dans cette brève connexion, je vis de la confusion, du doute, et la forme précoce de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la résolution. L'organisatrice leva de nouveau son presse-papier et appela la famille immédiate à se rassembler près de l'avant pour les photos avant le début de la cérémonie. Des chaises raclèrent, les gens traînèrent des pieds, le quatuor changea de chanson, et sous le chêne avec le champagne séchant sur ma jupe, et la conscience d'être observé se resserrant comme une bande autour de ma poitrine, je sentis le fil invisible à l'intérieur de cette journée se tendre davantage, s'étirant vers un point de rupture que je ne pouvais pas encore voir, mais que je pouvais absolument sentir. C'était censé être une chose simple. Me montrer au mariage de ma sœur. Sourire poliment. Me fondre dans la masse. Ne pas attirer l'attention. Ma mère l'avait dit 3 fois la veille au téléphone. Sa voix prudente. Nora. Chérie, essaie juste de ne pas être le centre d'attention. Cassidy a besoin que cette journée se passe sans accroc. J'avais promis. Je promettais toujours. Alors, je portais la robe rose pâle qu'elle avait choisie, gardais mes cheveux épinglés en arrière, et positionnais mon fauteuil roulant à l'ombre pour rester à l'écart. Je regardais les invités en vêtements pastel dérivés, riant, s'embrassant, trinquant. Chaque son semblait amplifié. Le frottement des chaussures, le quatuor à cordes qui s'échauffait, un bouchon de champagne qui sautait près du bar. Mon corps enregistrait chacun d'eux comme un sursaut potentiel, les vieux réflexes impossibles à éteindre. Cassidy était magnifique. Je pouvais l'admettre. Dentelle, tulle, lumière du soleil accrochée dans ses boucles. La mariée parfaite. Ma mère planait autour d'elle comme une conservatrice fière, montrant un chef-d'œuvre. Mon père se tenait raidement à côté d'elle, ayant l'air d'appartenir davantage à un terrain de golf qu'à un mariage. Je restais en retrait, les doigts reposant doucement sur les jantes de mes roues, essayant d'ignorer les chuchotements qui dérivaient parfois assez près pour être entendus. Elle a l'air bien, pour moi. Peut-être que la paralysie n'est pas permanente. J'ai entendu dire qu'elle n'utilise le fauteuil que quand c'est pratique. Chaque commentaire s'enfonçait en moi comme un caillou jeté dans une eau profonde. J'essayais de me concentrer sur la fontaine près du bord de la pelouse, sur la brise remuant les fleurs, sur les vœux qui seraient dits plus tard, mais le nœud derrière mes côtes se resserrait à chaque minute qui passait. Une femme en robe corail passa tout près derrière moi. Elle chuchota à son amie, Cassidy est une telle sainte de l'avoir même invitée. Je veux dire, son énergie est si lourde. Mon souffle bégaya et je comptais silencieusement. Inspirer pour 4, retenir pour 4, expirer pour 6, encore et encore jusqu'à ce que le bourdonnement sous ma peau s'apaise. J'étais tellement concentré sur le fait de rester stable que je ne réalisais pas que Logan Pierce me regardait depuis l'autre côté de la pelouse. Il se tenait près de l'arche où la cérémonie aurait lieu, les épaules carrées, de la façon dont les vétérans se tiennent quand ils évaluent une situation. Je reconnus l'habitude immédiatement. J'avais passé des années autour d'hommes et de femmes qui se comportaient de cette façon. Toujours en train de scanner, toujours à l'écoute, toujours conscient. Quand ses yeux passèrent sur moi, je le sentis. Pas de pitié, pas d'agacement, quelque chose comme de la reconnaissance. Il se tourna pour parler à un proche, mais regarda de nouveau vers moi 2 fois de plus. Je détournai le regard rapidement,
ne voulant pas rencontrer sa curiosité. Je n'avais pas la force pour une autre explication sur pourquoi j'étais dans le fauteuil ou comment j'avais été blessé. Les gens voulaient toujours des détails qu'ils ne méritaient pas de savoir. Un appel soudain de l'organisatrice claqua dans l'air. Famille immédiate à l'Arche, s'il vous plaît. Nous commençons les photos. Mon cœur fit un petit bond. Le genre plein d'espoir, le genre qui souhaitait juste un moment d'appartenance. Je roulai un peu vers l'avant, prudente sur l'herbe, mais ma mère m'intercepta à mi-chemin. Elle garda sa voix basse, un sourire collé sur son visage. Chérie, reste ici sur le côté. Le sol est inégal près de l'arche. Nous ne voulons pas que tu bascules au milieu des photos. Je jetai un coup d'œil à l'étendue de pelouse parfaitement lisse derrière elle. Rien d'inégal du tout. Je pensais que j'étais censé être sur les photos de famille, dis-je. Elle toucha mon épaule doucement. La façon dont on touche quelque chose de fragile. La composition est délicate. Le photographe a besoin de symétrie. Nous prendrons une photo spéciale de toi et Cassidy plus tard. Ce sera charmant. Ma gorge se serra. Une photo spéciale. Séparée. Pas incluse. J'hochai la tête parce que se battre ne ferait qu'empirer les choses. Elle guida mon fauteuil vers une jardinière débordant de verdure, un endroit stratégique. Assez proche pour prétendre qu'il ne m'avait pas exclu, assez loin pour que mes roues ne roulent pas accidentellement dans le cadre. Pendant que le photographe prenait les photos des parents, Cassidy jeta un coup d'œil vers moi. Son sourire vacilla avant qu'elle ne le masque. La façon dont quelqu'un cache l'irritation derrière une étiquette parfaite. Le photographe appela les frères et sœurs et mon pouls bondit. J'avançai d'un pouce avant que Cassidy n'apparaisse devant moi. « Qu'est-ce que tu fais » dit-elle avec une clarté qui n'atteignait pas ses yeux. « Ils ont appelé les frères et sœurs » répondis-je. Ses lèvres se serrèrent. « Nora, utilise ta tête. Tu sais que la photo aura l'air étrange. Nous en ferons une avec toi plus tard. Toi assise là au milieu de tout le monde pourrait déséquilibrer l'ensemble. Équilibre, symétrie, composition, des mots que les gens utilisent quand ils veulent cacher ce qu'ils veulent vraiment dire. » Sa voix baissa, la douceur grattée. « Ne rends pas ça difficile. » Je me figeai. Ce vieux sentiment familier me submergea. Celui où j'avais 15 ans de nouveau, et qu'on me disait de rester à l'intérieur pendant ces photos d'anniversaire pour ne pas gâcher l'esthétique. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le photographe annonça qu'il se déplaçait pour des prises de vue près du gâteau. La foule suivit en un groupe lâche. Je restai derrière la jardinière, mes mains moites sur les roues, le cœur battant trop vite. Le gâteau avait été posé sur le patio, une pièce maîtresse imposante de 5 étages décorée de fleurs en sucre et de rubans pâles. Je regardais depuis l'ombre alors que Cassidy et Logan posaient à côté. Elle riait, lançait son bouquet. Les demoiselles d'honneur s'affairaient avec son voile. Les invités applaudissaient. Quelqu'un cria pour une photo de groupe. Puis les yeux de Cassidy glissèrent de nouveau vers moi. C'était minuscule, ce changement dans son expression. Mais je le vis. L'agacement s'aiguisant en autre chose. Quelque chose de concentré. Déterminé. Elle chuchota au photographe, puis marcha directement vers moi, le voile dérivant, le bouquet toujours dans sa main, la mâchoire serrée juste assez pour changer la forme de son visage. Elle s'arrêta devant moi et se pencha. « Nora, tu es assise ici comme un nuage sur toute la journée. Les gens parlent. Tu les mets mal à l'aise. » Je clignai des yeux. Le choc roula à travers moi, lent et froid. « Je suis juste assise là où tu m'as dit de m'asseoir. » Sa voix s'aiguisa. « Tu joues toujours la victime. Même maintenant. Je t'ai demandé une chose. N'attire pas l'attention. Et te voilà. Est-ce que tu aimes gâcher les choses pour moi ? » Ma bouche s'ouvrit, mais rien ne sortit. Quelque chose en moi se replia sur lui-même. Elle se redressa et éleva la voix pour que les invités à proximité puissent entendre. « Sors de mon mariage. » Les mots tranchèrent net dans l'air chaud. Les gens se turent. Les têtes se tournèrent. Les vers s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Mon souffle s'immobilisa dans ma poitrine. « Arrête de m'embarrasser, dit-elle plus fort. Toi et ta paralysie qui cherche la pitié. Fausse. Mes oreilles bourdonnaient. Fausse. Paralysie fausse. L'humiliation frappa avec une telle force que je me sentis vaciller sans bouger.
Logan fit 2 pas vers nous, son visage marqué par l'incrédulité. Mais je ne le regardais pas. Je regardais ma sœur, la fille que j'avais grandie en poursuivant à travers les arrière-cours. La femme que j'avais réconfortée lors de rupture. La personne pour qui j'avais tant essayé d'être présente aujourd'hui. Cass, chuchotai-je. S'il te plaît, arrête. Elle se déplaça derrière mon fauteuil si rapidement que j'enregistrais à peine le mouvement. Si tu ne pars pas, alors je vais t'aider. Ses mains se serrèrent sur les poignets. Avant que je puisse me préparer, elle poussa fort. Les roues arrière sautèrent par-dessus le léger rebord du patio. Mon fauteuil se tordit. Mon corps bascula vers l'avant. Le monde s'inclina dans un flou de glaçage blanc et de lumière du soleil. Je heurtai la table à gâteau avec ma hanche. La douleur traversa mon flanc. Le présentoir à gâteau vacilla et bascula. La création entière de 5 étages piqua du nez comme une tour qui s'effondre et s'écrasa sur moi, lourde et froide. La crème au beurre s'étala sur mon visage, mes cheveux, ma robe. Puis je heurtai le patio, un bruit sourd et humide. Un craquement de cristal qui se brise. Un hoquet parcourut la foule. Le souffle s'envola de mes poumons. Mes jambes se tordirent inutilement sous moi. Mon épaule s'enflamma de douleur. Je ne pouvais pas me soulever. Le glaçage brouillait ma vision. Tout sentait le sucre et la panique. Elle a ruiné mon gâteau, entendis-je Cassidy hurler. Elle a fait ça exprès. Ça va? Maintenant je suis désolé. Seulement le gâteau. Les voix enflèrent et devinrent floues. Appelez les secours. Ne la bougez pas. Oh mon Dieu. Puis une voix familière coupa à travers tout. Reculez. Donnez-lui de l'espace. Logan tomba à genoux à côté de moi, son smoking se tachant dans le glaçage. Ses mains bougèrent avec une stabilité exercée, soutenant la base de mon crâne, vérifiant ma respiration, m'ancrant pour que je ne me torde pas davantage. Nora, reste avec moi, dit-il, la voix urgente mais stable. Regarde-moi. J'essayais de respirer. J'essayais de parler. La douleur rampait le long de ma colonne vertébrale en ligne brûlante. Elle est tombée exprès, pleura Cassidy quelque part derrière lui. Elle fait toujours ça. La mâchoire de Logan se serra. Il leva brièvement les yeux, sombre de fureur. J'ai vu ce qui s'est passé, dit-il, sa voix portant assez de poids pour que plusieurs invités tressaillent. Tu l'as poussé. Ne mens pas, des hoquets se firent entendre. Quelqu'un chuchota que le marié avait crié sur la mariée. Quelqu'un d'autre leva son téléphone de nouveau. Les sirènes étaient faibles au début, puis devinrent plus fortes. Logan baissa de nouveau les yeux vers moi, sa main toujours stable à mon cou. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui ferait ça à un compagnon vétéran, dit-il doucement. Mais le patio entier l'entendit. Cassidy vacilla, agrippant le bord d'une chaise. Les invités s'éloignèrent d'elle comme si elle était quelque chose d'assez chaud pour brûler. Caleb, le photographe, se tenait au bord du patio, l'appareil photo baissé, le visage pâle. J'ai toute la scène enregistrée, dit-il calmement. Je restais là dans les ruines du gâteau, chaque nerf bourdonnant, chaque respiration tremblante, et réalisais que peu importe à quel point j'avais craint que cette journée ne se passe mal, je n'avais pas imaginé à quel point mon monde allait se fissurer complètement avant le coucher du soleil, et comment rien n'allait jamais plus être pareil. Les quelques minutes suivantes se dissolurent en sirènes et en dalles de plafond. Ils m'attachèrent à une planche dorsale, ajustèrent un collier rigide autour de mon cou, et me soulevèrent sur le brancard. Je pouvais sentir chaque bosse des pierres du patio sous les roues alors que les ambulanciers me précipitaient vers l'allée. La crème au beurre et les fleurs écrasées étalées sur ma robe, collantes contre ma peau. Quelqu'un drapa une fine couverture sur moi qui ne fit rien pour arrêter le tremblement dans mes muscles. Logan marchait à côté du brancard, une main sur la barrière près de mon épaule, parlant de ce ton calme et exercé que je reconnaissais du terrain. Nora, il t'emmène au mémorial du comté de Chatham, dit-il. Tu vas passer une imagerie de ton cou et de ton dos. Continue juste de respirer. Je me concentrais sur sa voix. Pas sur le groupe d'invités s'écartant autour de nous. Pas sur les phrases à moitié entendues concernant la mariée. Pas sur le fait que quelque part derrière nous, Cassidy pleurait encore son gâteau ruiné. Le ciel brillant de Savannah défilait en morceaux au-dessus de moi, entre les branches d'arbres et le toit du Porsche, et finalement les portes de l'ambulance. À l'intérieur, le monde rétrécit aux murs blancs et aux moniteurs qui bipaient. Un médecin clipsa un oxymètre à mon doigt.
Un autre commença une perfusion. Le collier s'enfonçait dans ma mâchoire. Je fixais les nervures métalliques au plafond, forçant mes respirations à rester lentes. Vous vous débrouillez très bien, madame, dit l'ambulancier. Niveau de douleur ? 7. Je gérais, même si cela ressemblait à plus. Une vieille habitude. Minimiser. Logan s'assit sur la banquette le long du côté, les genoux calés, me regardant avec cette même concentration intense du patio. Alors que l'ambulance s'élançait, son regard se déplaça sur mon visage, mes épaules, l'angle de mes jambes attachées sur la planche. Quelque part dans le mouvement, son expression changea. Je sais que mon esprit était trop brumeux pour démêler cela. Je fermai les yeux contre le balancement du véhicule et laissai le hurlement de la sirène m'entraîner vers le fond. Les lumières fluorescentes de l'hôpital étaient plus dures que le soleil du mariage. Ils me roulèrent directement de l'ambulance aux urgences. Un flou de blouses bleues et d'instructions hachées. Antécédent de paralysie. Chute de fauteuil. Impact direct au cou et à la colonne vertébrale. Gâteau, ajouta quelqu'un, et quelques personnes laissèrent échapper un souffle rapide et incrédule. Ils me glissèrent sur la table d'imagerie, déplacèrent mon fauteuil hors de vue. Le froid de la machine de scanner s'infiltra à travers la fine couverture. Je restai absolument immobile pendant qu'elle bourdonnait et cliquetait autour de ma tête et de mon torse. Chaque seconde ressemblait à une respiration retenue. Quand ils me ramenèrent vers une baie entourée de rideaux, je vis Logan de nouveau, appuyé contre le mur juste à l'extérieur. Veste enlevée maintenant, manches de chemise retroussées aux avant-bras. Il aurait dû ressembler à un marié qui venait de quitter son mariage. Il ressemblait à un homme de retour en service. Une femme à la fin de la cinquantaine entra dans mon champ de vision. Courte boucle grise, yeux gentils, badge accroché à son blazer. Elle portait des vêtements civils, pas une blouse, mais les infirmières lui firent un signe de tête avec un respect familier. Nora Callahan, dit-elle en s'approchant de mon lit. Toujours avec nous. Je clignai des yeux, essayant de la situer. Sa voix tira sur quelque chose dans ma mémoire. Elle sourit, un sourire petit et vrai. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans, dit-elle. Thérapie de groupe au centre des anciens combattants. Je suis Ruth Alderman. Cela se mit en place. Le cercle de chaises, le café rassis, sa voix calme parlant de stress post-traumatique et de blessures morales comme s'il ne s'agissait pas de sales secrets. Docteur Ruth, dis-je, ma gorge s'épaississant de soulagement. Elle hocha la tête une fois. Le médecin urgentiste m'a demandé de consulter puisque vous êtes déjà dans notre système. Elle a dit qu'ils accélèrent vos scanners, mais les lectures initiales indiquent que vous avez un vilain traumatisme des tissus mous et possiblement une légère commotion. Pas de nouvelles fractures vertébrales évidentes. C'est la bonne nouvelle. Mes yeux picotèrent. Donc, je ne suis pas plus cassé que je ne l'étais déjà, dis-je. Ma tentative d'humour sortit de travers. Elle me lança un regard qui disait qu'elle entendait la blague et la douleur derrière. Vous n'êtes pas cassé, dit-elle. Vous êtes blessé et en convalescence, et je suis très intéressé d'entendre comment vous avez fini sur le patio sous un gâteau de mariage. Mon estomac se serra. Ma sœur a poussé mon fauteuil. J'ai dit que j'étais bloqué. Je n'ai pas pu me rattraper. La mâchoire du docteur Ruth se serra juste une fraction. Logan nous a raconté une partie de ce qui s'est passé, dit-elle. Et la police voudra votre déclaration quand vous serez en état. Pour l'instant, je veux que vous vous concentriez sur votre corps. Pouvez-vous sentir vos mains? Je fléchis mes doigts. Oui. Épaules? Je bougeais prudemment. Douleur, mes mouvements. Oui. Jambes? Rien. Juste l'espace vide familier où les sensations devraient être. Je secouai la tête. Comme avant, dis-je. Elle hocha la tête, la satisfaction visible dans les petites lignes autour de sa bouche. C'est stable alors, dit-elle. Nous vous garderons en observation pour la nuit. J'aimerais rester impliqué si cela vous convient. Une vague de gratitude me traversa si fort que j'ai failli pleurer. S'il vous plaît, dis-je. Elle tapota la barrière du lit. Je repasserai après que le neurochirurgien aura validé vos scanners, dit-elle. Il y a aussi un officier du JAG en route puisque c'est une agression impliquant un vétéran. Vous n'êtes pas seul là-dedans, Nora. Ces mots s'enfoncèrent profondément. Pas seul. Cela semblait presque étranger. Après son départ,
Logan entra à l'intérieur du rideau, s'arrêtant juste avant mon lit, comme s'il ne voulait pas m'envahir. « Combien de tout ça as-tu entendu ?» demandai-je. « Assez, dit-il. Et assez plus tôt pour savoir que tu as essayé de minimiser ta douleur. »« C'est une habitude, dis-je. Les infirmiers mentent. Ça fait partie du boulot. » Il hésita, puis tira la petite chaise visiteur plus près et s'assit, les avant-bras reposant sur ses genoux. « À propos de ça, dit-il, d'être infirmier. » Je fronçai les sourcils. « Quoi à propos de ça ?» Son regard chercha mon visage. « Tu n'étais pas n'importe quel infirmier, dit-il lentement. Tu étais à Kandahar en 2018. Deuxième déploiement, base opérationnelle avancée Bristol. » L'air dans mes poumons se transforma en verre. « Comment sais-tu ça ?» chuchotai-je. « Parce que j'étais l'idiot de sergent-chef qui a marché sur le mauvais coin de terre à l'extérieur de la porte nord, dit-il. Tu étais celle qui maintenait la pression sur la blessure de ma cuisse alors que les tirs de mortier frappaient encore le terrain. Tu as refusé de te baisser jusqu'à ce qu'ils nous traînent tous les deux derrière la barrière. » La mémoire s'écrasa sur moi. La poussière, le sang, le goût métallique dans ma bouche dû à l'adrénaline et à la peur. Mes mains pressées sur sa jambe, lui criant de rester éveillé alors que le ciel s'illuminait d'un blanc électrique. Je le fixais, voyant cet homme sous la suie et le sable superposé à la version devant moi en chemise blanche impeccable, le glaçage tachant encore ses poignets. « Je ne t'ai pas reconnu, dis-je, honteuse et bouleversée. Je suis désolé. » Il secoua la tête. « Tu avais d'autres choses en tête, dit-il. Et je suis sûr que j'avais l'air bien pire à l'époque. » Malgré tout, je laissai échapper un petit rire tremblant. « Tu m'as engueulé pour ne pas m'être baissé plus bas, dis-je. Tu as répliqué en hurlant que si tu lâchais prise, je me viderais de mon sang sur tes bottes, répondit-il. Pendant un moment, le rideau de l'hôpital aurait aussi bien pu être de la toile de tente. Le bip du moniteur se fondit dans le bruit sourd et mémorisé des pales de rotor. La connexion entre nous, forgée des années plus tôt dans la terre et le chaos, se tendit brusquement. « Je n'ai jamais pu te remercier, dit-il doucement. J'ai essayé de te retrouver plus tard, mais ils m'ont dit que tu avais été rapatrié aux États-Unis après ta blessure. Que l'infirmière qui m'avait soigné était la même qui avait perdu toute sensation sous la taille quelques semaines plus tard. C'était une explosion au bord de la route, dis-je, ma voix plus douce. Patrouille différente, même terre. » Il hocha la tête, la mâchoire serrée. « Alors quand j'ai entendu ta voix dans l'ambulance aujourd'hui, faisant cette même blague stupide sur la fierté, ça a fait tilt, dit-il. Ça a juste pris une minute pour démêler tout ça. » L'émotion monta dans ma poitrine, emmêlée avec l'humiliation, le soulagement et quelque chose qui ressemblait dangereusement à du réconfort. « Tu m'as cru là-bas sur le patio, dis-je, quand Cassidy a dit que j'étais tombé exprès. J'ai vu ce qu'elle a fait, répondit-il. Et je connais la différence entre quelqu'un qui perd l'équilibre et quelqu'un qui se fait pousser. Caleb l'a vu aussi. Caleb, dis-je, le photographe. Logan se recula légèrement. Il a déjà envoyé la vidéo complète à la police, dit-il. Il l'a montrée au premier officier sur place avant même qu'il ne te charge dans l'ambulance. Ta sœur ne peut pas s'en sortir par une pirouette cette fois. L'idée qu'il y avait une preuve, une vraie preuve, me fit tourner la tête. Pour une fois, l'histoire ne serait pas la sienne seule. Une ombre apparut au bord du rideau, et un officier en uniforme entra, chapeau sous le bras, carnet à la main. Il se présenta comme l'officier moral, sa voix polie mais ferme. Il dit qu'il reviendrait pour une déclaration complète une fois que le médecin m'aurait autorisé à parler plus longtemps, qu'il y avait déjà assez de causes probables pour ouvrir un dossier d'agression. Quand il partit, Logan me fit un petit signe de tête. « Tu n'as pas à la protéger, dit-il. Pas cette fois. » Avant que je puisse répondre, des voix familières s'élevèrent dans le couloir. L'inquiétude aiguë de ma mère, le grognement plus bas de mon père, le bruit d'eux se disputant avec quelqu'un au poste des infirmières. Une minute plus tard, ils balayèrent le rideau dans une petite tempête de parfum et de tension. « Oh, Dieu merci », dit ma mère, serrant son sac à main contre sa poitrine quand elle me vit légèrement redressée sur le lit. « Tu as l'air terrible. » Au moins, elle était honnête. Mon père se tenait au pied du lit, le visage tiré, les mains enfoncées profondément dans ses poches. Logan commença à se lever, mais ma mère lui jeta à peine un coup d'œil. « Nous avons besoin d'un moment seul avec notre fille, dit-elle. » Logan me regarda. J'avalai ma salive et hochai la tête une fois.
Il sortit, se glissant devant mes parents, mais resta assez proche dans le couloir pour que je puisse encore voir son ombre à travers l'espace dans le rideau. Ma mère tira la chaise visiteur tout près, s'asseyant si près que son genou touchait le côté du lit. Elle ne demanda pas si j'avais mal. Elle ne demanda pas ce que les médecins avaient dit. Nora, commença-t-elle. Nous avons entendu la police parler. Ils traitent ça comme une affaire criminelle, une agression, dit mon père platement. Contre une personne handicapée. Ils sont impitoyables pour ça. Vous avez vu ce qu'elle a fait, dis-je, ma voix à vif. Elle a poussé mon fauteuil. Ma mère cligna des yeux et agita une main comme pour effacer une tache. Elle a paniqué, insista-t-elle. Les choses ont dérapé. Tu sais comment elle devient quand elle est stressée. C'était un accident qui avait l'air pire qu'il ne l'était. Il y a une vidéo, dis-je. Caleb a tout enregistré. Tout comme la moitié des invités sur leur téléphone. Papa déplaça son poids, les yeux dardant vers le moniteur, puis revenant à moi. Les gens verront ce qu'ils veulent voir, dit-il. Ce qui compte, c'est ce que tu diras à la police. Si tu leur dis que c'était un malentendu, ils vont tout déclasser. Pas d'accusation, pas de procès. Nous pouvons gérer cela en famille. En famille, le même endroit où ma blessure avait été tranquillement réemballée comme quelque chose de moins gênant depuis des années. Je l'ai fixé, sentant quelque chose de froid et d'ancien se dérouler dans ma poitrine. Vous n'êtes pas ici pour vérifier si je vais bien, dis-je. Ma mère tressaillit. Bien sûr que si, dit-elle faiblement. Mais tu es vivante, Dieu merci. Et le médecin dit pas de nouveaux dégâts. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, nous devons penser à ta sœur. C'était là, toujours la ligne suivante. Elle est dévastée, poursuivit maman. Les gens filmaient. Les vendeurs sont furieux pour le gâteau. Son lieu de réception dit que ce genre de scandale pourrait affecter leur entreprise. Si la police porte plainte, elle pourrait perdre son travail, sa réputation, peut-être même faire de la prison. Tu dois leur parler, Nora. Dis-leur que tu ne veux pas poursuivre cela. Dis-leur que tu as glissé. Je sentis un vide s'ouvrir en moi. Dis-leur que j'ai glissé, répétai-je. Tu sais comment ces choses se passent, dit papa. L'État prend le relais, mais ta déclaration aura beaucoup de poids. Si tu dis que tu veux de la clémence, si tu admets que tu étais bouleversé et que les choses ont été exagérées, ils écouteront. Mon cou me faisait mal. Mon dos palpitait. Il y avait encore des traces de glaçage collant dans mes cheveux. Je jetai un coup d'œil à mes propres jambes sous la couverture, immobile et distante. Vous voulez que je mente? Dis-je. Nous voulons que tu protèges ta sœur, répondit maman. La famille protège la famille. Elle a fait une chose terrible, mais ruiner sa vie ne réparera pas ta blessure. Cela ne fera que détruire ce qu'il reste de nous tous. Un calme étrange s'installa sur moi, comme le silence dans ma tête quand j'avais l'habitude de glisser dans une zone de triage. Les priorités s'alignaient. Le triage ne signifiait pas que vous étiez sans cœur. Cela signifiait que vous voyiez enfin ce qui saignait et ce qui ne saignait pas. Ma voix sortit douce mais claire. Ma blessure est déjà ruinée, dis-je. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas danser. Je me réveille la plupart des nuits en tremblant de rêves dont vous ne voulez pas entendre parler aujourd'hui. Votre fille aînée a poussé votre cadette dans un gâteau à $5000 et sur un patio en pierre devant une centaine de personnes, puis l'a traitée de fausse alors qu'elle gisait au sol. Et vous êtes venu ici pour demander à celle sur le brancard de réparer ça. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Tu déformes les choses, chuchota-t-elle. Tu étais si gentil avant. Peut-être que j'ai finalement arrêté de confondre gentillesse et obéissance, dis-je. La mâchoire de David se serra. Réfléchis très attentivement à ce que tu fais, avertit-il. Une fois que tu impliques des avocats et des juges, il n'y a pas de retour en arrière. Tu regretteras cela quand la poussière sera retombée. Pour la première fois de ma vie, je crus que le seul regret que je ressentirais viendrait du fait de rester silencieuse. Je le regardai droit dans les yeux. Je ne retire rien, dis-je. Je dirai à la police exactement ce qui s'est passé, ce que Cassidy a fait, ce que vous avez tous les deux vu. Vous pouvez décider de quel côté de cela vous voulez être. La pièce devint très calme. Tu choisis des étrangers plutôt que ta propre famille, dit ma mère, la voix tremblante. Je me choisis, moi, répondis-je.
Pour une fois, elle me fixa comme si elle ne reconnaissait pas la personne dans le lit. Puis elle se leva brusquement, heurtant un peu la chaise en arrière. Mon père suivit, son visage un masque dur. « Nous ne regarderons pas cette famille être déchirée, dit-il. »« Elle l'est déjà, répondis-je doucement. » Ils partirent sans un autre mot, les rideaux oscillant derrière eux, leur parfum persistant dans l'air longtemps après que leurs pas se furent estompés. Je restais là, écoutant les sons étouffés du service des urgences. Un moniteur bipait dans la baie voisine. Quelqu'un riait trop fort près du poste des infirmières. Un chariot passa en grinçant. Un moment plus tard, le rideau s'ouvrit de nouveau et Logan entra, les yeux cherchant mon visage. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il. La réponse automatique facile monta à mes lèvres et mourut là. J'avalai ma salive et essayai de nouveau. « Non, dis-je. Mais je pense que je suis peut-être plus proche de l'aller que je ne l'ai été depuis longtemps. » Il hocha la tête lentement, la compréhension vacillant dans son regard. Dehors dans le couloir, j'aperçus Caleb parlant doucement à l'officier moral, son téléphone à la main. Le minuscule écran rejoint ma chute. Preuve. Justification. L'histoire démêlée enfin sous une lumière crue et honnête. À l'intérieur de ma poitrine, quelque chose de vieux et de fragile se fissura enfin. Pas à cause de l'impact cette fois, mais à cause de la tension d'avoir été retenu trop longtemps. Pour la première fois depuis mon retour de la guerre, j'avais tracé une ligne et refusé de reculer. Je n'avais aucune idée encore de ce que cela me coûterait. Mais alors que je gisais là sous les lumières de l'hôpital au lieu des lanternes de mariage, je sus une chose avec une clarté qui fit cesser le tremblement de mes mains. Quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait plus construit sur mon silence. Je découvris assez rapidement que ce ne serait pas non plus silencieux. Dès le lendemain matin, la chambre d'hôpital semblait plus petite, comme si les murs avaient remarqué ma décision et se resserraient pour voir ce que j'allais en faire. La télévision montée dans le coin était en mode muet, bloquée sur une chaîne d'information locale que quelqu'un avait laissé allumer pendant la nuit. Un bandeau défilait au bas de l'écran, rouge et blanc, urgent, même sans le son. J'essayais de décider si je devais demander à une infirmière de l'éteindre quand le docteur Ruth entra, portant une tablette et un gobelet de café en papier. « Vous avez un peu moins l'air d'avoir été percuté par un camion aujourd'hui », dit-elle en posant le gobelet sur le plateau. « C'est une bonne chose ?» demandai-je. Elle sourit. « Dans ce bâtiment, ça compte comme un progrès. » Elle ajusta la tête de mon lit un peu plus haut, puis jeta un coup d'œil à la télévision. Les présentateurs de l'émission du matin souriaient avec ce mélange exercé d'inquiétude et de curiosité. « Vous êtes sur le point de voir quelque chose » dit-elle. « Je veux que vous vous rappeliez que vous avez le droit de détourner le regard si vous en avez besoin. » Mon estomac fit un bond. « Ça semble prometteur » dis-je. Elle prit la télécommande, monta le volume d'un cran. Le segment était déjà en cours. Une image fixe montrait le patio à l'eau Country Oaks, le gâteau en arrière-plan, mon fauteuil roulant près du bord du plan. Un ovale flou couvrait mon visage. Le visage de Cassidy n'était pas flou du tout. La voix du présentateur était lisse. Téléspectateurs avertis, nous tenons à vous prévenir que ce que vous allez voir peut être perturbant. Des témoins disent que cet incident s'est produit lors d'une réception de mariage hier après-midi à l'extérieur de Savannah. La vidéo défila. Même en sachant ce qui allait arriver, je sentis mon souffle se bloquer. Les images provenaient de la caméra de Caleb, mais recadrées plus serrées. On voyait Cassidy marcher derrière mon fauteuil, on voyait ses mains agripper les poignets, on voyait la secousse de la poussée. La caméra trembla quand le gâteau tomba, et la station coupa l'impact court, coupant juste avant que mon corps ne frappe complètement le sol. L'audio était coupé par le commentaire. Les rapports disent que la femme dans le fauteuil roulant est une ancienne infirmière de l'armée et la sœur cadette de la mariée, dit le présentateur. Les membres de la famille ont initialement affirmé que la chute était un accident, mais d'autres invités ont raconté une histoire différente à la police. Le plan coupa sur une reporter debout devant l'entrée de l'hôpital. Derrière elle, les portes coulissantes sifflaient en s'ouvrant et se fermant alors que le personnel et les visiteurs entraient et sortaient. Je tendis la main vers la télécommande, la main tremblante. « C'est assez » dis-je. Le docteur Ruth baissa le volume, puis éteignit. « Ils ont flouté votre visage » dit-elle. « Mais les gens qui vous connaissent vous reconnaîtront quand même. Internet s'en est déjà emparé. » Ma gorge semblait sèche comme de la poussière. « Vous voulez dire que les gens regardent ça en mangeant leurs céréales » dis-je. Elle s'assit sur la chaise à côté de mon lit. « Les gens regardent » dit-elle.
Mais il remarque aussi. Il y a une différence. Elle déverrouilla sa tablette et la fit glisser vers moi. Tenez, dit-elle. Avant que vous ne vous torturiez avec la section des commentaires, laissez-moi vous montrer les parties qui comptent. Sur l'écran se trouvait une page d'un groupe de soutien aux vétérans. Quelqu'un avait partagé la vidéo avec une légende qui disait simplement que c'était pour cela que certains vétérans restaient loin des réunions de famille, et que ce n'était pas ainsi qu'on traitait quelqu'un qui avait déjà assez sacrifié. Les commentaires en dessous s'empilaient les uns après les autres. Qui pousse une femme en fauteuil roulant, c'est une infirmière. Elle a probablement sauvé des vies, mon sang ne fait qu'un tour, si c'est ta sœur, j'espère que tu ne lui parleras plus jamais. Cela semblait surréaliste de voir des étrangers défendre une silhouette floue sur un écran qui se trouvait être moi. Puis je vis un autre message, celui-ci dans un groupe de quartier local. Il était plus court, tourné sous un angle différent, clairement depuis un téléphone près du bar. Il commençait juste au moment où Cassidy me criait de sortir et d'arrêter de l'embarrasser. Le clip coupait juste au moment où mon fauteuil faisait une secousse avant que le gâteau ne bascule. La légende en dessous disait que la femme dans le fauteuil s'était jetée dans le gâteau pour gâcher le mariage, qu'elle faisait toujours des choses comme ça pour attirer l'attention. Le nom d'utilisateur me retourna l'estomac. Marcy, dis-je. Bien sûr, c'était Marcy. Pendant une seconde, l'engourdissement se répandit dans ma poitrine. Puis, comme une marée qui se retire, la colère s'engouffra. Combien de fois, pensais-je, des femmes comme Marcy et ma sœur avaient écrit leur propre version d'une histoire parce qu'elles savaient que personne ne les contesterait. Combien de fois les avais-je aidées en restant silencieuses? Le docteur Ruth avait dû lire une partie de cela sur mon visage. Continuez à faire défiler, dit-elle doucement. Sous le clip de Marcy, les réponses avaient afflué. N'avez-vous pas vu la vidéo plus longue, écrivit une personne. Le photographe l'a postée. Elle a été poussée. Une autre dit, arrêtez de mentir pour votre ami. Tout est sur la bande. Vous devriez avoir honte. Quelqu'un d'autre mit simplement en lien la vidéo complète de Caleb. Le contraste entre la vérité et son montage était brutal et évident. Ma main se desserra autour de la tablette. Donc il n'y croit pas, dis-je. Assez d'entre eux n'y croient pas, répondit le docteur Ruth. Le récit n'est plus entièrement sous le contrôle de votre sœur. Je posai ma tête contre l'oreiller, fixant le plafond. Ça fait bizarre, dis-je. D'avoir des gens en colère pour moi. Elle inclina la tête, m'étudiant. Bizarre bien ou bizarre mal? Les deux, dis-je. J'ai l'habitude d'être celle qui la défend. Elle hocha la tête lentement. Ce qui nous amène à la prochaine vague, dit-elle. Vos parents étaient de nouveau au poste des infirmières ce matin. Le personnel les a renvoyés jusqu'à ce que vos analgésiques soient ajustés. Mais ils reviendront. Je fermai brièvement les yeux. Ils veulent que je la sauve, dis-je. Ils l'ont toujours voulu, répondit-elle. Un battement de silence passa entre nous. Et si je ne le fais pas? Demandai-je. Les mots sortirent petits, mais ils ne tremblaient pas comme ils l'auraient fait il y a un an. Alors vous vous sauverez enfin vous-même, dit-elle. La simplicité de la chose frappa fort. Elle se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Nora, vous avez porté beaucoup de choses, dit-elle. Un traumatisme de combat, une perte physique, et par-dessus le marché, un système familial qui vous a appris que votre valeur dépendait de combien vous pouviez absorber pour tout le monde. C'est un autre champ de bataille. Les tactiques sont différentes, mais le but est le même. Restez en vie en tant que vous-même. Je fixai mes mains, les doigts se recroquevillant légèrement. Ça semble égoïste, admis-je. Elle secoua la tête. Ça semble inhabituel, corrigea-t-elle. Il y a une différence. Plus tard cet après-midi-là, une infirmière entra pour vérifier mes signes vitaux et mentionna presque nonchalamment qu'une journaliste avait essayé d'entrer dans le service pour une interview. L'hôpital l'avait renvoyée, citant les politiques de confidentialité. 10 minutes après cela, mon téléphone vibra avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer. Puis je me souvins de la façon dont tout le monde racontait mon histoire à ma place, alors je répondis. Une voix de femme vint sur la ligne, professionnelle, mais douce. Mademoiselle Callahan, je m'appelle Jenna. Je suis avec une station locale. Je sais que vous avez toutes les raisons de ne pas faire confiance aux médias en ce moment. Je voulais juste dire que si jamais vous décidez que vous voulez que vos propres mots soient entendus, je serais honoré d'écouter.
Pas de pression, pas d'urgence. Sa retenue m'impressionna plus que n'importe quel discours ne l'aurait fait. Je lui dis que je n'étais pas prête à parler devant la caméra, que ma tête avait encore l'impression d'être passée au mixeur. Elle comprit, me donna son email, et dit qu'elle ne me contacterait plus à moins que je ne la contacte. Quand je raccrochai, je réalisai que mes mains ne tremblaient pas. Cette nuit-là, les rêves furent bruyants. Le sable sous mes bottes, le sifflement des tirs entrants, la voix de Cassidy saignant dans les cris, me disant de sortir, d'arrêter de l'embarrasser, de me lever si je le voulais assez fort. Je me réveillai en sursaut au bip doux du moniteur et à la lueur faible du couloir profond. Mon cœur courait en rond. J'appuyai mes paumes sur mes cuisses, ne sentant rien en dessous et tout à la fois au-dessus. Un moment plus tard, le rideau bruissa et le docteur Ruth se glissa à l'intérieur comme si elle avait fait les 100 pas dans le couloir en attendant. « Cauchemar ?» demanda-t-elle. J'hochai la tête. Elle tira la chaise tout près. « Racontez-moi la partie la plus bruyante » dit-elle. Je lui parlais des ordres qui se chevauchaient. Ceux de sauver les gens sous le feu, et ceux de sauver l'image de ma sœur à tout prix. Comment mon corps essayait d'obéir aux deux et avait déchiré quelque chose dans le processus. Elle écouta, puis dit doucement que parfois la chose la plus courageuse qu'un soldat pouvait faire était de se retirer d'une mission qui le ferait tuer sans gain tactique. Vous avez le droit de choisir quels ordres vous suivez maintenant, dit-elle. Le lendemain, l'officier du JAG arriva. Mason Harrington, milieu de la trentaine, coupe de cheveux nette, yeux calmes. Il s'assit à côté de mon lit avec un petit enregistreur et un carnet, expliquant en langage clair à quoi pouvait ressembler une affaire d'agression impliquant un vétéran handicapé. Il ne me pressa pas. Il ne me fit pas répéter l'insulte que Cassidy m'avait lancée devant tout le monde. Quand je vacillais, il fit une pause et me laissa me regrouper. À la fin, il dit qu'avec la preuve vidéo et les déclarations des témoins, l'État procéderait presque certainement, que je le veuille ou non. Votre avis compte cependant, ajouta-t-il. Quand il s'agira de la condamnation, de savoir si le procureur envisagerait un plaidoyer, vos souhaits ont du poids. Vous ne devriez être pressé ni dans un sens ni dans l'autre. Trop tard, pensai-je, mais je dis seulement merci. Après son départ, mes parents essayèrent de nouveau. Ils ne s'embarrassèrent pas de bavardage cette fois. Le mascara de ma mère avait coulé, non pas à cause des larmes, mais parce qu'elle s'était frotté les yeux. Mon père avait l'air plus vieux qu'au mariage, les épaules affaissées sous une charge invisible. Les avocats nous appellent déjà, dit-il, se tenant raide au pied de mon lit. Les journalistes aussi. Comprends-tu ce que cela fait au nom de notre famille? Pendant un moment, j'eus envie de rire. Le nom de notre famille. Comme si je ne l'avais pas vu être utilisé comme un bouclier pour Cassidy et un poids pour moi. Ce n'est pas à propos de votre nom, dis-je. C'est à propos de ce qu'elle a fait. Maman s'approcha, agrippant la barrière. Si tu leur dis que tu veux la clémence, dit-elle, la voix basse et urgente, ils écouteront. Tu pourrais lui épargner un casier, la prison. Tu pourrais empêcher que sa vie ne soit ruinée. Mon regard alla vers mes jambes immobiles sous la couverture. Ma vie est déjà altérée, dis-je. Briser les conséquences pour elle ne restera rien pour moi. Ils me fixèrent comme s'ils regardaient une étrangère. Finalement, maman chuchota, la guerre t'a changé? Peut-être, répondis-je. Ou peut-être qu'elle a juste rendu plus difficile pour moi de faire semblant. Ils partirent peu après, la frustration et l'incrédulité traînant derrière eux comme un parfum. Quand le rideau se ferma, Logan entra presque immédiatement, comme s'il avait attendu qu'il dégage l'entrée. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-il. « Ça dépend de l'heure, dis-je. » Il laissa échapper un souffle qui aurait pu être un rire si la journée avait été plus légère. « Bienvenue à ma réponse préférée, dit-il. Un jour à la fois, une crise à la fois. » Il tira la chaise et s'assit, m'observant un moment. « Alors, dit-il, changeant un peu l'énergie. Je peux te demander quelque chose qui n'est pas à propos de ta sœur ou de la police. » Cela sonnait comme un petit miracle. « S'il te plaît, dis-je. Tu te souviens que j'ai mentionné mon entreprise, poursuivit-il. Valorworks. J'hochai la tête. J'avais vu le nom dans un article une fois dans une salle d'attente aux anciens combattants, quelque chose à propos de vétérans locaux aidant d'autres vétérans à revenir à la vie civile. Nous avons des coordinateurs de soutien par les pairs, dit-il. Des vétérans qui sont passés par la récupération physique et psychologique, qui s'assoient avec les nouveaux arrivants, les aident à naviguer dans le système, dirigent de petits groupes,
ce genre de choses. Pas de réparation, juste marcher aux côtés. J'inclinai légèrement la tête sur l'oreiller. Tu penses que je pourrais être l'une d'eux, demandai-je. Je pense que tu le es déjà, dit-il. Tu le fais juste officieusement. La façon dont tu parles de ta blessure, la façon dont tu as choisi de tenir bon après ce qui s'est passé à ce mariage, même comment tu gères tes parents en ce moment. D'autres vétérans reconnaîtront cela. Ça pourrait compter plus que tu ne le crois. Une minuscule étincelle de quelque chose de chaud vacilla dans ma poitrine. Tu comprends que je suis assise dans un lit d'hôpital couverte de vieux bleus causés par un gâteau, dis-je. Tu es aussi quelqu'un qui s'est traîné à travers un traumatisme 2 fois, et qui a quand même trouvé le courage de dire non aux gens qui l'ont élevé, répondit-il. Ça compte. Je laissai mes yeux se fermer une seconde, imaginant un autre genre de pièce. Pas une baie d'hôpital, pas un lieu de mariage, mais un espace rempli de gens qui comprenaient le coup de se réveiller chaque jour dans un corps qui ne correspondait pas à celui dont on se souvenait. Un endroit où je n'étais pas le problème à gérer, mais une partie de la solution. Je ne sais pas si je suis prête, dis-je honnêtement. Il hocha la tête. C'est juste, dit-il. Quand tu seras sorti, passe nous voir. Pas d'obligation. Jette juste un coup d'œil. Si tout ce que tu fais c'est boire du mauvais café et rire de nos posters de motivation, j'appellerai quand même ça une victoire. Malgré tout, je souris. On verra, dis-je. Alors qu'il partait, je captai mon reflet dans le coin sombre de la télévision. Cheveux en désordre, bleu jaunissant légèrement le long de ma mâchoire. Blouse d'hôpital pendant lâchement. Pas l'image d'une héroïne. Pas la version soignée d'une sœur blessée que ma famille préférait. Juste une femme entre deux. À l'extérieur des murs de l'hôpital, des gens que je ne rencontrerai jamais se disputaient dans les sections de commentaires à propos des vétérans, du handicap et de ce qui comptait comme une vraie souffrance. Certains me défendaient. D'autres non. Le petit récit de Marcy avait déjà été avalé par l'histoire plus large, sa version coupée-collée exposée à côté des images brutes. À l'intérieur, entre les moniteurs qui bipaient et les fins rideaux, la vraie guerre était plus lente et plus silencieuse. C'était la guerre de choisir, encore et encore, de ne pas disparaître quand cela aurait été plus facile. La vraie guerre était plus lente et plus silencieuse, mais elle n'était pas terminée, et je sentis cette vérité s'installer dans ma poitrine alors que le matin de l'audience arrivait. Le palais de justice du comté de Chatham sentait faiblement le vieux bois et le café fort, comme le font souvent les bâtiments gouvernementaux. Logan avait proposé de me conduire et je le laissais faire. C'était plus facile que de me rouler moi-même sur des trottoirs qui n'étaient jamais tout à fait plats et jamais tout à fait bienveillants. Le ciel était couvert, gris pâle, le genre de lumière qui rend tout honnête, qu'on le veuille ou non. Quand il m'aida à sortir du camion et installa mon fauteuil sur le trottoir, je pus sentir à quel point il était stable. Plus stable que je ne me sentais à l'intérieur. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. « Non, dis-je. Mais je suis là. » Il hocha la tête comme si c'était suffisant. À l'intérieur, un adjoint nous guida vers la petite salle d'audience où le juge Dalton présidait. Les murs étaient tapissés de portraits encadrés d'anciens juges, tous au sourire raide et aux robes sombres. Quelques journalistes étaient assis au fond, carnets ouverts. Je vis Caleb se glisser et prendre un siège près de l'allée, sac photo à ses pieds. Il croisa mon regard brièvement, fit un signe de tête respectueux, puis regarda droit devant. Puis je vis mes parents. Ma mère était assise à côté de Cassidy à la table des défendeurs, sa main enroulée autour du poignet de Cassidy comme si elle essayait de l'ancrer. Mon père était assis de l'autre côté, la mâchoire serrée, les yeux dardant vers moi et s'éloignant de nouveau, comme si regarder trop longtemps risquait de fissurer la surface de sa conviction. Cassidy avait l'air pâle sous le maquillage, mais son menton était levé. Elle ne me regarda pas. Un huissier appela la salle à l'ordre, juste au moment où je roulais dans l'espace réservé aux victimes et aux témoins. Logan resta un pas derrière moi, mains dans les poches, épaules carrées. Le juge Dalton examina les documents avec une efficacité calme. C'était un homme âgé aux cheveux blancs doux et au regard qui traversait les apparences comme si c'était du papier. Nous commençâmes par les déclarations des témoins. L'officier Harrington, l'enquêteur du JAG, parla en premier. Il décrivit les images, les interviews, la cohérence des récits donnés par ceux qui avaient vu la poussée. Il parla de mon service, de mon taux d'invalidité, de la vulnérabilité de quelqu'un avec une lésion vertébrale dans une chute comme celle-là. L'avocat de Cassidy interrompit souvent, objectant,
questionnant la formulation, demandant si peut-être les témoins avaient mal interprété l'angle du mouvement. Le juge en autorisa une partie, en rejeta davantage. Ensuite, Caleb prit la barre. Il expliqua pourquoi il avait enregistré ce qu'il avait enregistré, pourquoi il avait remis les images non montées, à quelle vitesse les mensonges avaient commencé à circuler en ligne. C'est un photographe, dit l'avocat d'un ton pointu. Il profite du drame, n'est-ce pas? Non monsieur, répondit Caleb. Je profite du fait de dire la vérité, et c'est ce que la vidéo montre. Quand ce fut mon tour, je sentis quelque chose en moi se serrer mais pas s'effondrer. Mes roues chuchotèrent doucement alors que je roulais vers l'avant. Je levai la main droite, jurai de dire la vérité, et posai mes paumes sur mes genoux. L'avocat s'approcha, une pile de papier sous le bras. Mademoiselle Callahan, commença-t-il, vous souffrez de stress post-traumatique depuis votre déploiement. Correct. Oui, et le stress post-traumatique peut parfois causer une mauvaise interprétation des événements. Logan bougea derrière moi, mais je restai immobile. Les enregistrements audio aussi, dis-je. Une lueur passa sur le visage de l'avocat. Il récupéra rapidement. Est-il possible que vous ayez mal mémorisé la poussée? Je rencontrai ses yeux. Je me souviens des mains sur mon fauteuil. Je me souviens de la force et je me souviens de la chute. Ce n'est pas le stress post-traumatique. C'est la gravité. Un murmure calme parcourut la salle. Cassidy bougea sur son siège et parla finalement assez fort pour que tout le monde entende. Elle ment. Elle a toujours menti. Elle veut de l'attention. Elle s'est jetée en avant. Elle sait comment faire basculer le fauteuil. Elle l'a déjà fait pour obtenir de la sympathie. Le juge Dalton leva une main, la faisant taire. Mademoiselle Callahan, dit-il, la voix ferme. Vous ne parlerez que lorsque l'on s'adressera à vous. Cassidy s'enfonça de nouveau, le visage taché de frustration. Puis elle essaya encore, plus doucement, en visant mes parents. Je ne voulais pas lui faire mal. Elle sait que je ne ferai jamais ça. Elle rend les choses pires qu'elles ne doivent l'être. Ma mère serra sa main, hochant la tête désespérément. Voyez, chérie, chuchota-t-elle vers le juge. C'était un malentendu. Un terrible malentendu. Mon souffle s'immobilisa dans ma gorge. Le juge Dalton se recula, joignant le bout des doigts. Abordons les preuves, dit-il calmement. Nous avons une vidéo claire vous montrant en train de passer derrière le fauteuil roulant de votre sœur. Nous avons l'angle de vos bras, l'élan vers l'avant du fauteuil, et les blessures qui en résultent. La voix de Cassidy se brisa. Mais elle gâche tout. Elle l'a toujours fait. Elle a essayé de prendre ma journée. Mon père se leva brusquement. Votre honneur, dit-il. Notre famille a traversé beaucoup de choses. Les médias déforment tout ça. Ma fille est crucifiée pour une erreur. Le regard du juge se fixa sur lui. Monsieur, les choix de votre fille aînée sont ceux qui l'a amenée ici. La seule victime dans cette affaire est la femme qui est assise devant moi maintenant. Les mots frappèrent plus fort que je ne m'y attendais. Le juge continua, compte tenu des preuves vidéo, des déclarations cohérentes des témoins, et de la gravité de l'acte, je déclare Cassidy Callahan coupable d'agression contre un vétéran handicapé. Ma mère haleta. Mon père jura dans sa barbe. Le visage de Cassidy était vidé de sa couleur. Cette cour prend les agressions sur les personnes handicapées avec le plus grand sérieux, dit le juge. Particulièrement quand la victime est physiquement vulnérable. La peine appropriée reflètera cela. J'expirai lentement. Mes mains tremblaient, mais pas de peur cette fois. Quand le marteau tomba, le son résonna à travers mes côtes. Ensuite, le couloir à l'extérieur de la salle d'audience semblait plus froid que la pièce que nous avions quittée. Mes parents s'approchèrent de moi, leur visage tendu par l'incrédulité. « Es-tu satisfaite maintenant ?» dit ma mère. « Tu as détruit ta sœur. » Je l'ai regardée, sentant un calme étrange m'envahir. « Je ne l'ai pas détruite, dis-je. Elle a fait un choix, et pour la première fois, je me suis choisi, moi. » La bouche de mon père s'ouvrit comme pour argumenter, mais je me détournai avant qu'il ne puisse le faire. Logan s'avança sans un mot et me roula vers un coin plus calme du couloir. Il attendit que les murmures s'estompent et que les portes arrêtent de battre. « Tu as bien fait là-bas, dit-il. » Je me sentais plus épuisée que triomphante. « J'ai fait ce que je devais faire, répondis-je. Il hocha la tête. « Et maintenant,
Peut-être que tu peux commencer à faire ce que tu veux faire. Je laissai ces mots s'installer avant de répondre. Je ne sais pas encore ce que c'est. Il appuya une épaule contre le mur, bras croisés. Tu sais, tu peux visiter ValorWorks quand tu veux. L'offre tient toujours. Nous avons besoin de gens qui comprennent ce que c'est que de rentrer à la maison changée. Quelqu'un qui peut dire la vérité quand c'est difficile. Je baissai les yeux sur mes jambes immobiles, puis sur mes mains reposant sur mes genoux. Peut-être, dis-je. Peut-être que je peux faire ça. Juste à ce moment-là, un homme avec une prothèse en métal sous son genou gauche s'approcha de nous. Début de la quarantaine, visage buriné, yeux stables. « Êtes-vous Nora » demanda-t-il. J'hochai la tête. Il tendit une main, sa poignée chaude et ferme. Je m'appelle Eden Brox. J'ai regardé l'audience en ligne. Je voulais vous dire quelque chose. J'attendis, incertaine de ce qui allait venir. Vous voir vous lever comme ça, dit-il, rend les choses plus faciles pour le reste d'entre nous aussi. Les gens pensent que nous sommes fragiles, ou menteurs, ou des fardeaux. Mais vous ne les avez pas laissés réécrire ce qui vous est arrivé. Ça compte. Sa voix eut la plus légère fissure. Ça compte plus que vous ne le pensez. L'émotion monta si vite qu'elle brûla derrière mes yeux. Merci, chuchotai-je. Il hocha la tête une fois, puis s'éloigna d'une démarche stable et régulière. Le clic de sa prothèse doux contre le sol. Logan le regarda partir, puis baissa de nouveau les yeux vers moi. Tu aides les gens juste en étant qui tu es, dit-il. Imagine ce que tu pourrais faire si tu le choisissais exprès. Je laissai échapper un souffle tremblant. Les portes du tribunal s'ouvrirent, laissant entrer une bouffée d'air frais pour la première fois depuis longtemps. J'avais l'impression que le monde extérieur avait de nouveau de la place pour moi. Pas comme un fardeau, ou un problème, ou une ombre à côté du drame de ma sœur, mais comme quelqu'un qui avait encore des choix, quelqu'un que je commençais seulement à connaître. Je suis sorti du tribunal en roulant il y a 6 mois, me sentant vidé, nettoyé d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Je pensais que ce serait le jour le plus dur de ma vie après l'Afghanistan. J'avais tort. Ce n'était que le jour où tout a cessé de faire semblant. La vraie reconstruction est venue après. 6 mois plus tard, par un matin chaud de début octobre, je roulais à travers les doubles portes vitrées de ValorWorks Réhabilitation avec une tasse de café en équilibre entre mes genoux et un presse-papier coincé sous mon bras. Le hall sentait faiblement le nettoyant au pain et quelque chose de réconfortant, comme de vieux livres. Les murs étaient tapissés de photos encadrées de vétérans complétant des étapes de thérapie physique, souriant avec des attelles au bras, des prothèses étincelantes, des fauteuils polis par l'usage. De vraies victoires, de vraies personnes. Mon badge pendait autour de mon cou. Nora Callahan, coordinatrice de soutien par les pairs. Je faisais encore parfois une pause quand je le lisais. Il y a 6 mois, je ne pouvais même pas m'imaginer dans un endroit comme celui-ci, guidant qui que ce soit. Maintenant, cela ressemblait à un endroit que mes os reconnaissaient. Le matin, Walt appelait depuis le bureau de réception. Il était dans la soixantaine, retraité de la marine, mâchant toujours du chewing-gum à la menthe poivrée comme si c'était une mission personnelle. « Bonjour », dis-je, manœuvrant devant lui vers l'aile de thérapie. « Vous êtes prêt pour le groupe aujourd'hui ?» Il tapota sa pile de feuilles de rendez-vous. Prêt comme n'importe quel homme peut l'être quand 4 marines et un plongeur sauveteur des gardes-côtes veulent tous le même créneau horaire. Allez-y doucement avec eux. Je souris parce que Walt disait la même chose chaque semaine. Et chaque semaine, le groupe devenait exactement ce qu'il avait besoin d'être. Certains jours étaient calmes, certains jours étaient à vif, certains jours assez bruyants pour que les passants supposent probablement que nous nous disputions alors que nous essayions juste de ne pas pleurer. Le groupe commença à 9 heures. Je roulais dans le cercle de chaises, vérifiais le tableau blanc, puis jetais un coup d'œil à l'horloge. Eden Brox était déjà là, ajustant la hauteur sur sa prothèse avec le petit outil qu'il gardait toujours dans sa poche. Il leva les yeux quand il m'entendit. « Et Doc » plaisanta-t-il, même si je lui rappelais chaque semaine que je n'étais pas médecin. « Et toi-même » dis-je. « Comment va le genou aujourd'hui » Il le tapota une fois. Douloureux comme pas possible. Mais j'ai battu mon fils au basket hier, donc ça valait le coup. Je ris et posai le presse-papier sur mes genoux. Quelques vétérans de plus arrivèrent au compte-gouttes. Une jeune femme avec des brûlures le long de la mâchoire. Un homme dans les 70 ans avec des tremblements à la main gauche.
Un infirmier calme qui me rappelait un peu trop moi-même dans les premiers mois après mon retour. Nous parlâmes du sommeil d'abord, puis de la colère, puis de la culpabilité étrange qui s'insinue les jours où l'on se sent presque normal. J'écoutais plus que je ne parlais, les laissant tirer sur les fils à leur propre rythme. Je partageais quand cela avait du sens. Je gardais le silence quand les mots ne feraient qu'encombrer l'espace. À la fin, Eden resta derrière, faisant semblant de lasser sa chaussure, même si c'était une chaussure sans lacet. « Tu vas bien ?» lui demandai-je. Il frotta l'arrière de son cou. « Mieux qu'il y a 6 mois. »« Tu le sais déjà. » Il hésita, puis ajouta, « Tu penses parfois à comment les choses seraient différentes si tu n'avais pas dit la vérité ce jour-là. » Je pensais à la salle d'audience, à la voix du juge, à l'incrédulité de Cassidy, à la déception de mes parents, au craquement net de quelque chose de vieux qui se brisait et de quelque chose de nouveau qui se réveillait enfin. Chaque jour, dis-je, et je suis toujours contente de l'avoir fait. Il hocha la tête une fois, satisfait. À midi, j'étais dans le bureau de Logan en train de passer en revue le programme du mois prochain. Il avait l'habitude d'organiser son bureau et de l'encombrer immédiatement de nouveau avec des tasses de café et des post-it. Aujourd'hui ne faisait pas exception. Tu construis une équipe solide, dit-il, feuilletant les rapports de présence. Les gens réagissent à toi. Je haussai un peu les épaules. Ils réagissent parce qu'ils savent que je ne fais pas semblant. Ils peuvent sentir la comédie à 1 kilomètre. Il sourit, doux et fatigué de la façon dont les gens ont l'air quand ils se soucient profondément de quelque chose qui leur coûte du sommeil. Tu as l'air plus stable ces jours-ci, dit-il. Je le suis, répondis-je. Surtout parce que cet endroit me permet d'être utile sans jouer un rôle. Il se recula dans sa chaise. Et comment ça va à la maison ? Ce mot piquait encore parfois. Plus calme, dis-je. Plus silencieux. Mes parents n'appellent pas beaucoup, et ça avait l'habitude de faire mal. Maintenant, ça ressemble juste à de l'espace. Il hocha la tête lentement. Parfois l'espace est la seule façon dont les gens te montrent qui ils étaient depuis le début. J'expirai. Ce n'était pas amer, juste la vérité, s'installant dans la forme de l'acceptation. Il ferma le dossier devant lui. Pour ce que ça vaut, dit-il, tu as construit plus en 6 mois que certaines personnes ne parviennent à faire en une vie. Je le regardai alors, le regardai vraiment, et sentis la vieille douleur de la gratitude réchauffer quelque chose dans ma poitrine. Nous sommes tous les deux encore debout à notre manière, dis-je. Nous le sommes, répondit-il. Nous ne parlâmes pas de Cassidy, ou du procès, ou du gâteau. Nous n'en avions pas besoin. La vie a avancé de la manière calme et déterminée dont la vie le fait parfois quand on arrête d'essayer de traîner les mauvaises personnes avec soi. En fin d'après-midi, j'étais dehors près du jardin de thérapie, respirant l'odeur du basilic et de la terre chaude alors que le soleil glissait derrière les arbres. Le fauteuil roulant bourdonnait légèrement alors que je changeais de position, sentant le tiraillement habituel dans le bas de mon dos, mais sans le combattre. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que mon corps et ma vie m'appartenaient de nouveau. Je fermais les yeux et laissais la chaleur s'imprégner dans ma peau. La brise portait des rires depuis les fenêtres ouvertes. Quelqu'un à l'intérieur se disputait à propos du football. Quelqu'un d'autre fredonnait. La vie ordinaire est belle. Il y a 6 mois, je pensais que la chute avait tout brisé. Mais debout ici maintenant, au milieu d'un jardin construit pour des gens apprenant à vivre de nouveau, je comprenais quelque chose de crucial. Rien d'important ne s'était brisé. Les seules choses qui étaient tombées ce jour-là étaient des illusions. Je touchais le petit badge Valorworks sur ma poitrine, traçant le lettrage en relief avec mon pouce. Je n'étais pas guéri. Certains jours, je me réveillais encore avec le cœur qui battait la chamade. Certaines nuits, les souvenirs traînaient leurs griffes à travers mon sommeil. Mais j'étais ici en train de choisir, de participer, de respirer sans tout garder à l'intérieur. La guérison était lente, mais elle était réelle, et je ne me cachais plus. Alors que le soleil plongeait plus bas, peignant le jardin en or, je chuchotais pour moi-même, presque sans le vouloir, je n'ai rien perdu, sauf ce qui n'était jamais censé rester. Et je le croyais. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci, le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la plus bruyante des revanches. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.